Un cyclope de rang A avait coincé toute une escouade d'exploratrices, et même la femme la plus puissante au monde ne pouvait la battre seule. Juste au moment où la créature allait lancer un autre assaut, d'innombrables lames d'ombre ont transpercé de part en part son corps énorme. Tous ceux qui regardaient le direct sont restés figés, car la personne qui maniait cette puissance incroyable n'était pas une femme. C'était Haruo Yukawa, le tout premier explorateur masculin que le monde ait jamais vu. Quelques jours plus tôt, il n'était qu'un étudiant de niveau 1, sans aucun pouvoir. Après s'être éveillé avec une capacité de rang SSS, Haruo a retrouvé les souvenirs d'un futur où l'humanité a été entièrement anéantie. Maintenant, le monstre même destiné à provoquer l'extinction de l'humanité était apparu des décennies en avance. On peut dire qu'il a sauté le tutoriel. Au fond d'un donjon mortel, un cyclope terrifiant pousse un rugissement à glacer le sang qui fait trembler la caverne de bout en bout. Sa carrure colossale domine le champ de bataille alors qu'il foudroie du regard un groupe d'exploratrices, toutes piégées sans nulle part où fuir. Terrorisées au-delà des mots, les exploratrices de niveau 52 et 49 se demandent désespérément comment un monstre de rang a pu apparaître dans un tel endroit. Le cyclope lance un barrage de magie bleue, et les femmes demandent frénétiquement si quelqu'un a répondu à leur signal de détresse, pour finalement réaliser qu'aucun secours ne viendra. En 2050, tout ce que l'humanité savait du monde a changé du jour au lendemain. Sans prévenir, de mystérieux donjons ont commencé à apparaître partout sur la planète, cachant des trésors inestimables tout en libérant des monstres terrifiants venus de royaumes inconnus. Pour faire face à ces menaces, des individus doués ont éveillé des capacités extraordinaires et se sont aventurés dans les abysses, devenant des explorateurs. En gros, l'humanité a débloqué le mode difficile. Peu de temps après, les expéditions de donjons sont devenues le plus grand divertissement sur Terre, avec des millions de personnes regardant des directs montrant des explorateurs risquant leur vie. La société s'est complètement transformée, et les gens de partout ont intégré les combats de donjons à mort dans leur routine quotidienne. Le chat du direct explose de panique alors que l'équipe Aster est acculée dans une impasse désespérée par le redoutable cyclope de rang A. À l'intérieur du donjon, le monstre attrape l'une des exploratrices par la jambe et la soulève haut dans les airs pendant qu'elle hurle d'une douleur insoutenable. Ses coéquipières ne peuvent que regarder avec horreur la bête se préparer à l'achever, impuissante à intervenir. Puis, sans aucun avertissement, un éclair fulgurant tranche les ténèbres alors que quelqu'un arrive à une vitesse incroyable. Entrée du personnage principal débloquée. Une frappe précise tranche net le bras gigantesque du cyclope faisant gicler du sang partout avant même que le monstre ne comprenne ce qui s'est passé. La mystérieuse sauveuse atterrit avec élégance emportant l'exploratrice sauvée dans ses bras, et félicite calmement les filles pour avoir survécu aussi longtemps. Le chat du direct s'enflamme instantanément lorsque l'affichage de statut annonce que l'exploratrice numéro 1, de niveau 99, est arrivée. Il s'agit de Toa Fuki, reconnue à travers le monde comme l'exploratrice la plus forte de l'ère moderne. Furieux d'avoir perdu son bras, le cyclope fonce droit sur elle. Même en tenant la fille qu'elle vient de sauver, Toa ne bouge pas d'un pouce. Cependant, au lieu que Toa ne contre-attaque, une obscurité menaçante envahit soudain la salle, tandis qu'une voix inconnue ordonne doucement aux ombres de bouger. Ouais. Ce n'est jamais bon signe. Des tentacules de magie noire jaillissent du sol alors que la technique de haut niveau connue sous le nom d'art des ombres est libérée contre le monstre. Des lames d'ombre tourbillonnantes transpercent instantanément le corps énorme du cyclope, laissant la bête hurler à l'agonie. Des millions de spectateurs qui regardent le direct restent complètement stupéfaits, inondant le chat de questions pour savoir qui vient de lancer une magie noire aussi terrifiante. À l'intérieur du donjon, les exploratrices sauvées regardent avec une incrédulité absolue, incapables de comprendre ce qu'elles viennent de voir. Dans ce monde, une règle a toujours été considérée comme absolue. Seules les femmes peuvent s'éveiller en tant qu'exploratrices. Pourtant, devant elle se tient la seule exception qui ne devrait pas exister. Le gars a vraiment ignoré les notes de mise à jour du monde. Le chat du direct explose une fois que tout le monde réalise que la silhouette entourée d'ombre est en fait un adolescent. Son nom est Haruo Yukawa, le premier explorateur masculin au monde, et cela marque le début de son ascension vers les sommets. Mais sa vie n'a pas toujours été ainsi, alors que Haruo se rappelle avoir erré dans des rues en ruines enfouies sous la poussière et les décombres. Finalement, il s'effondre sur le sol froid, complètement impuissant, chuchotant qu'il ne veut pas mourir. Saignant abondamment et s'accrochant désespérément à la vie, Haruo ne cesse de répéter que ça ne peut pas se terminer pour lui maintenant. Sans prévenir, une professeure en colère lui crie soudain au visage, exigeant que Haruo Yukawa se réveille après s'être encore une fois endormi en classe. Haruo se redresse d'un bond, réveillé en sursaut, de la bave encore sur son bureau alors qu'il dévisage d'un air vide sa professeure furieuse. Le monde dévasté n'était qu'un rêve, et il se retrouve assis dans une salle de classe bondée avec tous les élèves qui le dévisagent. Le retour à la réalité le plus rapide de tous les temps. Réalisant qu'il avait crié dans son sommeil qu'il ne voulait pas mourir, Haruo reste assis là, totalement confus par le cauchemar qu'il vient de vivre. Voyant à quel point il a l'air pathétique, plusieurs garçons à proximité se mettent à rire et à se moquer de lui, le traitant de pauvre raté qui n'a pas sa place à l'académie. Agacé par son manque d'attention, la professeure l'interroge soudainement, lui demandant quel est le plus haut rang d'explorateur et qui détient le titre du plus fort. Encore à moitié endormi et troublé, Haruo lâche nerveusement que le rang le plus élevé est SSS. Les garçons autour de lui réagissent avec une totale incrédulité avant d'éclater d'un rire incontrôlable face à sa réponse. Bientôt,
Toute la classe s'y met, le ridiculisant pour avoir inventé des rangs qui n'existent même pas. OF, le gars s'est fait ridiculiser dans la vraie vie. Un étudiant suffisant déclare avec assurance que le rang S est le rang le plus élevé possible avant de se moquer des Haruo Yukawa pour ignorer une information aussi basique. Avec un dédain évident, le camarade de classe se demande doucement si quelqu'un comme Haruo Yukawa a la moindre raison d'aller dans une académie d'explorateurs. Réalisant qu'il s'est encore une fois embarrassé, Haruo Yukawa baisse la tête d'humiliation. Tirant parti de la gaffe des Haruo Yukawa, la professeure fait de lui l'exemple à ne pas suivre pour la classe, avertissant tout le monde qu'aucune femme ne choisirait jamais d'entretenir un homme stupide. En pointant du doigt le tableau énumérant les rangs des explorateurs, la professeure lui rappelle que l'ère des hommes dirigeant la société a pris fin depuis longtemps, car seules les femmes peuvent s'éveiller en tant qu'exploratrices de donjons. N'étant rien de plus qu'un étudiant masculin impuissant de niveau 1, Haruo Yukawa reste silencieux, forcé d'accepter la dure réalité d'un monde dirigé par les femmes. Changeant complètement de sujet, la professeure annonce joyeusement que l'élève exploratrice Natsuki Natsukawa se joindra à leur prochain cours de cuisine, encourageant chaque garçon à lui faire bonne impression. Objectif de mission mis à jour, impressionner la fille populaire. Dès que son nom est prononcé, tous les garçons de la classe explosent d'excitation. L'un des garçons bave presque en parlant de sa beauté, de sa richesse et de son statut, tandis que Haruo Yukawa appuie son menton sur sa main, profondément dégoûté par le comportement pathétique de tout le monde. Observant la scène d'un regard las et cynique, Haruo Yukawa ne parvient honnêtement pas à comprendre pourquoi chaque homme de cette société est obsédé par l'idée de flatter les femmes. Cette école est l'Académie des explorateurs, où la prochaine génération d'aventuriers de donjons reçoit sa formation. Les étudiantes sont traitées comme des reines et préparées pour de prestigieuses carrières d'exploratrices, tandis que les garçons se consacrent à les servir dans l'espoir d'obtenir leur approbation. Le frère s'est inscrit par accident à un simulateur de maître café. Dans cette société, les femmes qui s'éveillent en tant qu'exploratrices occupent tous les postes de pouvoir, tandis que les hommes sont élevés dans le seul but de devenir des hommes au foyer obéissants. Se tenant fièrement à côté du repas qu'il a préparé tout en étant vêtu d'un uniforme de majordome, Haruo sourit avec assurance, pleinement conscient que ses talents de cuisinier n'ont pas d'égal. Pendant que les autres garçons murmurent des insultes sur son plat, Natsuki s'approche soudainement après avoir été attirée par son incroyable arôme. Au moment où elle prend une bouchée, son visage s'illumine de joie alors qu'elle déclare joyeusement qu'elle adorerait épouser quelqu'un qui pourrait cuisiner comme ça tous les jours. Avec un clin d'œil malicieux, l'exploratrice de rang B et de niveau 55, Natsuki, le pointe du doigt et promet qu'elle n'oubliera jamais le nom des Haruo Yukawa. Coup critique. Dégâts émotionnels pour la concurrence. En regardant tout se dérouler de près, un camarade de classe jaloux serre les dents, furieux que Haruo ait réussi à capter l'attention de Natsuki. Plus tard dans la journée, Haruo Yukawa s'assoit tranquillement seul sur les marches de pierre à l'extérieur, fixant l'écran de son téléphone. Le regard dans le vague, il accepte amèrement que, dans ce monde, l'avenir d'un homme se résume à devenir soit un homme au foyer, soit un hôte. En voyant les résultats qui montrent qu'il n'a absolument aucun talent d'explorateur, Haruo Yukawa pousse un soupir de fatigue, se souvenant qu'il n'a jamais abandonné le rêve qu'il caressait enfant. Puis, sans crier gare, 3 voyous s'approchent, ricanant en l'appelant Monsieur le raté. La subtilité a officiellement quitté la conversation. Se moquant de lui avec hauteur, les voyous se rient des Haruo Yukawa parce qu'il déjeune tout seul et lui demandent avec sarcasme s'il s'entraînait pour gagner les faveurs de Natsuki. Avant même que Haruo ne finisse de s'expliquer, l'un des voyous le gifle soudainement. Le sang gicle sur le sol alors que le voyou dit d'un air suffisant à Haruo Yukawa qu'il est devenu beaucoup trop arrogant ces derniers temps. La scène se déplace ensuite dans les niveaux inférieurs du donjon d'entraînement, où arrivent plusieurs apprenties exploratrices. En regardant Haruo Yukawa recroquevillé sur le sol, les filles demandent aux voyous si c'est le solitaire arrogant dont ils ont parlé. L'un des garçons attrape brutalement Haruo Yukawa par le col, le remettant sur ses pieds d'un coup sec tandis qu'il grimace de douleur. Sortant son téléphone, l'une des étudiantes demande froidement s'il a un problème, lui rappelant qu'aucun homme n'a le droit de s'opposer à une femme. Surpris d'apprendre que Haruo a en fait passé l'examen de qualification d'explorateur, les voyous éclatent de rire avant de décider qu'il a besoin d'une dure leçon. Debout autour de lui avec des sourires cruels, les étudiantes renforcent la vérité impitoyable selon laquelle seules les femmes peuvent s'éveiller en tant qu'exploratrices. Une activité banale pour tisser des liens à l'académie, apparemment. Le poing tremblant contre son genou, Haruo brûle silencieusement de frustration alors qu'il ridiculise l'idée qu'un homme puisse un jour s'élever au-dessus de sa condition. Encerclé de toutes parts, Haruo Yukawa reçoit des coups de pied à répétition tandis que les garçons et les filles le pointent du doigt et se moquent de son impuissance. Il ricane en disant que les gens qui ne connaissent pas leur place sont agaçants, insistant sur le fait que regarder un gars ordinaire poursuivre des rêves impossibles est embarrassant. Marchant directement sur la tête des Haruo, Shu lui enfonce le visage dans la terre et exige qu'il s'excuse pour avoir osé rêver de devenir un explorateur. Cloué au sol, le visage couvert de terre, Haruo Yukawa se demande s'il doit simplement sourire, implorer le pardon, ou choisir une autre voie. Avant qu'il ne puisse se décider, Shu lui assène un autre coup de poing sur la joue, hurlant à Haruo Yukawa de lui répondre. La barre de PV du pauvre gars ne tient plus qu'à un pixel. Alors que l'agression se poursuit dans le couloir sombre,
Haruo songe à se défendre tandis que ses harceleurs annoncent sarcastiquement qu'il est temps de lui discipliner le regard. En regardant les gouttes de son propre sang s'écraser sur le sol du donjon, Haruo Yukawa commence à se demander s'il n'est pas enfin temps d'abandonner son rêve, puisque de toute évidence, les rêves ne se réalisent jamais. Une étudiante de niveau 15 le tire violemment par les cheveux, lui crachant qu'un garçon de niveau 1 voulant devenir explorateur est complètement ridicule. Jetant un regard à travers son œil tuméfié, Haruo commence à se demander pourquoi il continue d'endurer cette souffrance sans fin juste pour poursuivre ce rêve. Puis, tout à coup, ses souvenirs d'enfance refluent en lui. Il se revoit debout sur une plage ensoleillée, écoutant le bruit des vagues s'écraser contre le rivage. Une petite fille portant un chapeau de paille se tourne vers lui avec un sourire radieux, et déclare fièrement qu'elle deviendra exploratrice pour faire ses preuves aux yeux du monde. Inspiré par sa détermination, le jeune Haruo Yukawa s'écrie avec excitation qu'il deviendra lui aussi un explorateur, refusant de laisser le fait d'être un garçon l'arrêter car ils sont les meilleurs amis du monde. Les promesses d'enfance ont toujours une saveur particulière. En tenant son chapeau de paille, la petite fille sourit doucement et lui dit qu'elle attendra de le voir réaliser ce rêve. Sous un ciel bleu limpide, les deux enfants croisent leurs bras et font la promesse solennelle de conquérir le monde côte à côte. De retour au présent, Haruo, meurtri et couvert de sang, lâche un petit sourire en coin, se traitant d'idiot fini pour avoir douté de sa propre détermination. Poussé par la promesse faite dans son enfance, Haruo Yukawa décoche soudainement un coup de poing fulgurant en plein dans la poitrine de la fille de niveau 15. Affichant un sourire intrépide malgré le sang qui coule sur son visage, Haruo Yukawa rétorque que des figurantes sans valeur comme elle ne pourraient jamais comprendre ce que signifie vraiment une promesse entre hommes. Ces mots laissent les harceleurs et les étudiantes stupéfaits, mais leur choc se transforme rapidement en fureur alors qu'ils le fusillent de leurs yeux écarlates, tandis qu'une sinistre aura violette émane de leur corps. Le gars a vraiment choisi la violence plutôt que la diplomatie. Les filles commencent à marcher vers lui, promettant de lui donner une leçon sans montrer la moindre once de pitié. Alors qu'une obscurité oppressante envahit le couloir, elle lui rappelle que des gens meurent chaque jour dans les donjons, et lui ordonne de ramper sur le sol en implorant leur pardon. Après avoir essuyé le sang de sa bouche, Haruo Yukawa leur lance un sourire arrogant et leur fait un doigt d'honneur, en leur disant d'aller se faire voir. Mais avant que quiconque ne puisse bouger, une explosion massive déchire le mur du donjon lorsqu'un gigantesque cerbère à 3 têtes fait irruption à l'intérieur, entouré de flammes. Des morceaux de débris s'éparpillent partout tandis que les étudiants hurlent de panique, incapables de comprendre pourquoi un monstre de rang est apparu dans un donjon d'entraînement pour débutants. Irradiant une magie cramoisie flamboyante, le monstrueux cerbère pousse un rugissement tonitruant, faisant fuir les étudiants et les étudiantes pour sauver leur vie. Speedrun Anipers, fuite. Alors que le chaos éclate autour de lui, Haruo reste parfaitement immobile, fixant calmement la bête imposante devant lui. Après avoir examiné les 3 têtes enflammées de plus près, Haruo Yukawa reconnaît immédiatement la créature comme un cerbère de rang A. Sans prévenir, un cercle magique doré et radieux apparaît sous les pieds de Haruo Yukawa alors qu'une voix inconnue l'accueille en tant qu'explorateur officiel. Confus par cette voix mystérieuse qui résonne dans sa tête, Haruo Yukawa écoute le système lui confirmer qu'il est officiellement éveillé. Ses yeux se mettent à briller d'une lumière bleue éclatante tandis que la voix au ton nostalgique annonce fièrement son nouveau titre, explorateur de rang SSS, Haruo Yukawa. À l'autre bout du couloir, les étudiants en fuite se figent, incrédules, alors qu'un énorme pilier de lumière dorée enveloppe le garçon qui n'aurait jamais dû posséder un tel pouvoir. Ouais. Les lois de l'univers viennent de déposer une plainte. Fixant cette lumière aveuglante, le tyran masculin tremble, peinant à comprendre comment un homme pourrait bien manier la magie. Consumé par la panique, Shu pointe frénétiquement Haruo Yukawa du doigt et hurle aux filles de le tuer avant qu'il ne soit trop tard. Shu insiste hystériquement sur le fait que s'il élimine Haruo tout de suite, ils pourront s'attribuer le mérite d'avoir vaincu le cerbère. Haruo le regarde avec un profond dégoût, se demandant silencieusement comment quelqu'un pourrait avoir une idée aussi pathétique. Shu perd complètement son sang-froid, hurlant qu'il est impossible pour un homme de surpasser une femme dans ce monde. Les étudiantes hésitent, essayant désespérément de se convaincre qu'un simple garçon ne pourrait pas être plus fort qu'elle. Réalité.xj a cessé de répondre. Alors qu'un mana sombre commence à tourbillonner autour de son corps, Haruo Yukawa sent son nouveau pouvoir s'éveiller et ordonne froidement à tout le monde de rester loin de lui. D'un simple geste nonchalant de la main, Haruo Yukawa libère une rafale de mana dévastatrice qui envoie valser les harceleurs et les étudiantes en arrière. Allongé sur le sol, tremblant autant de rage que de peur, Shu lance un regard noir à Haruo Yukawa, incapable d'accepter ce qu'il vient de voir. Rejetant totalement la réalité, Shu se précipite sur lui avec un coup de poing imprudent en hurlant à plein poumon que Haruo Yukawa lui est inférieur. Sans montrer la moindre trace d'inquiétude, Haruo Yukawa lève paresseusement une main et se prépare à lui donner une pichenette. Alors que Shu réduit la distance à toute vitesse, Haruo Yukawa aligne calmement un doigt avec le front de sa brute. À l'instant même où le bout de son doigt effleure le front de Shu, tout semble se figer alors que les yeux du tyran s'écarquillent dans une incrédulité absolue. Un seul doigt, manque de respect maximal. Une formidable explosion de force cinétique détonne à l'impact, projetant Shu à travers le couloir avant qu'il ne s'écrase violemment contre le mur de pierre. Levant nonchalamment son doigt qui fume encore, Haruo fait froidement remarquer qu'il n'a absolument rien à faire de qui est censé être supérieur ou inférieur aux autres. Une fois toutes les menaces éliminées,
Haruo se tourne pour partir alors que le système lui demande s'il a l'intention de retourner à l'académie. Des souvenirs lui traversent l'esprit, le montrant en train de massacrer d'énormes serpents de donjon en utilisant la magie des ombres, et Haruo répond par un simple « non ». Posant une main contre son front, Haruo réfléchit silencieusement à ces souvenirs mystérieux qui n'appartiennent pas à cette vie. Il décide qu'il y a quelque chose qu'il doit absolument confirmer. Il se rend compte que deux ensembles de souvenirs totalement différents coexistent désormais dans son esprit. L'un appartient à sa vie actuelle de garçon ordinaire, tandis que l'autre provient de sa vie antérieure d'explorateur légendaire. 3 jours plus tard, au lieu de retourner à l'école, Haruo Yukawa passe son temps à camper au fin fond de la nature sauvage jusqu'à atteindre une destination reculée. Le gars a vraiment abandonné l'école pour lancer la série de quêtes secrètes. Sa destination est un donjon abandonné connu sous le nom de barrière d'Eokoshi Shibu, où les souvenirs de sa vie passée affirment qu'il existe une entrée cachée. Debout devant une porte violette incandescente, Haruo récite un ancien mot de passe, déclarant qu'il a soif de pouvoir. Les portes massives en pierre s'ouvrent lentement dans un grincement, libérant une brillante lumière violette alors que Haruo a l'aide d'émerveillement en réalisant que ses souvenirs étaient authentiques depuis le début. En pénétrant dans la chambre cachée, Haruo Yukawa découvre un katana légendaire reposant sur un ancien autel. Au moment où il dégaine la lame, des éclairs sombres jaillissent dans toute la chambre alors que le système l'identifie comme étant l'artefact divin de classe trésor national, Oriasiza. Butin légendaire obtenu. La RNG a enfin souri. En repensant à tout cela, Haruo Yukawa confirme que les souvenirs de sa vie antérieure sont totalement authentiques, la seule différence étant le système d'éveil de ce monde, exclusif aux femmes. Soudain, le système lui notifie qu'il a intercepté un signal de détresse à proximité, laissant Haruo abasourdi car ce donjon était censé avoir déjà été nettoyé. Après avoir fouillé dans la base de données des explorateurs, le système associe le signal à une exploratrice de rang B affiliée à l'académie. La fenêtre d'information affiche le profil de Natsuki Natsukawa, indiquant son âge de décès à seulement 17 ans, laissant Haruo figé d'incrédulité. Les archives indiquent que le 1er juillet 2050, le corps décapité de Natsuki a été retrouvé à l'intérieur de cette même barrière, ce qui fait réaliser à Haruo Yukawa qu'aujourd'hui est le jour où elle est destinée à mourir. La voix du système, prometteux, explique qu'elle a péri en protégeant l'arrière-garde et avertit Haruo que modifier l'histoire pourrait entraîner des conséquences que personne ne peut prédire. Pendant un bref instant, Haruo Yukawa envisage de partir, mais le sourire radieux de Natsuki et le souvenir qu'elle se rappelait de son nom lui traversent soudain l'esprit. Serrant fermement sa main autour de la poignée de son katana, Haruo Yukawa abandonne toute idée de rester les bras croisés, sachant qu'un véritable explorateur n'ignorerait jamais quelqu'un dans le besoin. Syndrome du héros activé. Une fois de plus, ses pensées dérivent vers la promesse qu'il a faite enfant, sur cette plage ensoleillée. Il se souvient de la fille qui a fini par atteindre le rang de meilleure exploratrice au monde, devenant la personne même qui l'a inspiré à ne jamais abandonner. Entouré d'une aura glaciale de ténèbres, Haruo dégaine calmement sa lame, son regard froid montrant clairement qu'il ne reste qu'un seul choix. Pendant ce temps, au fin fond du donjon, Natsuki lutte désespérément contre un gigantesque chevalier vêtu d'une lourde armure alors que des étincelles explosent à chaque affrontement. Meurtri, épuisé et tenant à peine debout, Natsuki s'appuie sur son épée endommagée tout en priant pour que le reste de son équipe s'échappe sain et sauf. Traversant la poussière qui retombe, l'imposant monstre en armure avance vers elle, son aura violette mortelle rendant la situation encore plus désespérée. Ouais. C'est définitivement la salle du boss. Le sang coule de ses blessures alors que Natsuki se rend compte que ni son épée ni sa magie ne peuvent transpercer l'armure du monstre, et que toutes les voies de fuite sont déjà bloquées. Sans prévenir, le monstre fonce en avant à une vitesse terrifiante et inflige une entaille brutale en travers de la poitrine de Natsuki. L'impact la projette dans les airs avant qu'elle ne s'écrase violemment sur le sol en pierre avec un cri de douleur. Effondrée contre le mur avec de multiples os brisés, Natsuki serre les dents et accepte silencieusement que c'est ici que sa vie s'achève. Priant pour que ses coéquipiers réussissent à s'enfuir, elle réalise tristement qu'aucun secours n'arrivera à temps et commence à regretter tout ce qu'elle n'a jamais pu vivre. Ses yeux se posent sur l'épée brisée gisant à proximité, et elle souhaite silencieusement avoir pu savourer plus de délicieux repas et épouser un jour un gentil mari. Cette liste de vœux a été interrompue bien trop tôt. Des pas lourds résonnent dans le couloir alors que le chevalier en armure se rapproche lentement de son corps sans défense. Le monstre terrifiant ouvre la gueule, révélant des rangées de dents acérées et une langue baveuse, tandis que Natsuki se souvient silencieusement à quel point la cuisine de Haruo Yukawa était délicieuse. La créature lève son énorme épée pour porter le coup de grâce tandis que Natsuki crie désespérément dans son cœur, « Je ne veux pas mourir ». Juste avant que la lame ne frappe, Haruo Yukawa surgit soudainement de nulle part, interceptant l'épée géante avec son katana avant d'activer l'étreinte des ombres. Levant les yeux dans une incrédulité totale, Natsuki fixe la figure mystérieuse qui se tient devant elle et demande doucement qui il est. Enveloppé dans une tempête tourbillonnante d'ombres noires, Haruo Yukawa se présente calmement comme un explorateur. Timing d'entrée du personnage principal, 10 sur 10. Furieux que son attaque ait été interrompue, le chevalier noir lâche un rugissement monstrueux avant de charger avec sa lame massive. Une lumière bleue scintille derrière le visage couvert d'ombre de Haruo Yukawa alors qu'il serre la poignée de Elanakiri Yasitsuna, des éclairs magiques crépitant autour de ses doigts. Se déplaçant avec une vitesse presque divine,
Haruo évite sans effort les coups dévastateurs du monstre avant d'entailler son armure dans un éclair de lumière. Tendant une main vers le géant en armure, Haruo Yukawa commence à puiser dans la magie ancienne qui circule dans son corps. Glissant gracieusement sous une autre attaque, Haruo se rend compte que les souvenirs de sa vie antérieure lui reviennent totalement à chaque échange. Le gars vient de débloquer la synchronisation des souvenirs à 100%. L'énergie noire s'accumule au bout de ses doigts avant que Haruo Yukawa n'active sa technique de haut niveau emblématique, l'art des ombres. De gigantesques vrilles de magie d'ombre violette jaillissent du sol, transperçant directement la lourde armure du chevalier noir avec une force écrasante. D'une frappe fluide, Haruo tranche net la tête du monstre avant de rengainer calmement son katana en remarquant que la créature parlait beaucoup trop. Le chevalier noir se dissout en particules lumineuses, laissant derrière lui un énorme cristal magique bleu alors que le système annonce que la subjugation est terminée. En se penchant, Haruo Yukawa ramasse le gros cristal bleu et l'examine attentivement dans sa main. Observant la scène depuis le sol, Natsuki reste sans voix de le voir vaincre un tel monstre seul, et demande désespérément qui il est vraiment. Sans se retourner complètement, le visage toujours caché dans l'ombre, Haruo Yukawa félicite doucement Natsuki d'avoir survécu si longtemps. Dès qu'elle entend sa voix de près, Natsuki écarquille les yeux en reconnaissant ce ton si familier. « Attends, j'ai déjà entendu cette voix. » Un léger sourire apparaît sous le voile des ombres alors que Haruo Yukawa demande avec malice « Qui c'est ?» Avant de lui rappeler sarcastiquement que les hommes ne sont pas censés devenir des explorateurs, son corps commence à se dissiper en ombre flottante alors que Haruo dit à Natsuki de vivre une longue et heureuse vie avant de disparaître sous ses yeux. Natsuki tend désespérément la main pour l'arrêter, mais Haruo s'évanouit complètement dans les ténèbres du donjon. Le regard fixé sur sa main vide, elle reste assise sur le sol de pierre froide, incapable d'arrêter de se demander qui était vraiment son mystérieux sauveur. Soudain, toutes les pièces s'assemblent, et Natsuki rougit vivement en se souvenant du garçon de l'école dont elle avait vanté la cuisine. DLC de prise de conscience du personnage déverrouillé. Pendant ce temps, dans la caverne isolée où une fumée noire s'enroule autour de ses pieds, le système demande à Haruo Yukawa ce qu'il compte faire ensuite. Baissant les yeux vers les résultats de son examen raté, toujours affichés sur son téléphone, Haruo réfléchit attentivement à son prochain mouvement, réalisant que tout a changé maintenant qu'il possède ce pouvoir. 5 jours plus tard, l'examen annuel des explorateurs commence dans un immense stade, où une journaliste télé pleine d'énergie interviewe les candidats pleins d'espoir. Remarquant Haruo qui passe dans un élégant costume formel, la journaliste s'approche rapidement de lui pour une interview devant la caméra. Le prenant pour un simple spectateur, elle lui demande s'il est juste venu regarder, mais Haruo répond calmement qu'il est en fait là pour passer l'examen. La journaliste lâche un petit rire amusé avant de demander sarcastiquement s'il a au moins réussi à passer le test préliminaire d'aptitude magique. Le frérot est arrivé à l'interview en causant déjà des dégâts émotionnels. Haruo Yukawa admet ouvertement qu'il a échoué, mais explique que les candidats soumettant des matériaux de donjon de grande valeur sont tout de même autorisés à s'inscrire directement à la réception. Supposant qu'il n'est qu'un autre rêveur délirant, la journaliste rit intérieurement et propose joyeusement de l'accompagner au comptoir d'inscription pour obtenir des images divertissantes. Souriant doucement, ses yeux bleus brillant légèrement, Haruo Yukawa accepte avec désinvolture l'offre de la journaliste et se dirige vers le comptoir d'inscription. S'approchant de la réception, Haruo Yukawa annonce calmement à la réceptionniste surprise qu'il est là pour s'inscrire à l'examen d'explorateur. À proximité, la journaliste et un autre candidat masculin regardent cette scène apparemment impossible se dérouler. La réceptionniste lui demande poliment de lui remettre les matériaux de donjon qu'il soumet pour évaluation. Debout juste derrière lui, la journaliste ricane doucement, convaincue qu'il a probablement acheté un cristal bon marché aux enchères comme tous les autres types qui se font des illusions. Elle avait déjà écrit le gros titre dans sa tête. Sans hésiter, Haruo Yukawa pose un énorme cristal bleu sur le comptoir, expliquant que même s'il ne connaît pas son nom exact, il provient d'un monstre de rang A, voire peut-être de quelque chose d'encore plus fort. En entendant cette affirmation, la journaliste laisse échapper un rire suffisant, insinuant sarcastiquement que s'il avait vraiment vaincu un monstre de rang A, il serait déjà un explorateur de rang S. La réceptionniste se penche soudainement pour y regarder de plus près avant de crier brusquement à la journaliste de se taire. Prise totalement au dépourvu, la journaliste se fiche de confusion, incapable de comprendre la réaction de la réceptionniste. Utilisant une loupe pour inspecter l'éclat du cristal, la réceptionniste se met à transpirer nerveusement après avoir reconnu une signature magique identique à celle d'un chevalier dragon de rang S. Speedrun de retournement de situation. Regardant Haruo Yukawa avec une anxiété visible, la réceptionniste lui demande poliment s'ils peuvent garder le cristal pour des analyses plus approfondies, et il donne calmement son accord. Les gens dans tout le hall commencent à murmurer avec incrédulité après avoir vu que la soumission d'un homme n'a pas été immédiatement rejetée comme sans valeur. Réalisant qu'elle l'a peut-être jugé trop vite, la journaliste reporte rapidement son attention sur la phase suivante de l'examen. Essayant de se rattraper en direct à la télévision, elle rappelle au public qu'il devra d'abord passer le test pratique de pression de mana avant toute chose. À l'intérieur de la salle de test, une candidate place sa main imprégnée de mana contre un énorme cristal de mesure. L'appareil affiche un score de 87, lui accordant une certification de rang C alors qu'elle pousse un soupir de soulagement. Debout derrière Haruo, la journaliste ricane,
insistant sur le fait que peu importe le tour de passe-passe qu'il a fait avec le cristal, un homme ne pourrait jamais posséder un véritable pouvoir magique. La réceptionniste explique que quiconque obtient un score supérieur à 50 points est officiellement qualifié. Pendant ce temps, Haruo Yukawa tend doucement la main vers le cristal, réalisant déjà que réprimer sa force ne sera pas facile. Le frérot essaie de ne pas effacer accidentellement le bâtiment. Au moment où la main de Haruo Yukawa touche le cristal de mesure, un énorme pilier de mana d'ombre noire jaillit vers le haut, pulvérisant le plafond et détruisant complètement l'appareil. Les alarmes de sécurité résonnent dans tout le bâtiment alors que la réceptionniste et la journaliste fixent dans une horreur muette cette scène incroyable. Le moniteur numérique bogue violemment avant de se briser, affichant une valeur impossible qui dépasse même la limite du rang S. Paniquant devant son terminal de contrôle, la réceptionniste pousse un cri d'incrédulité tandis que le chaos se répand dans la foule, tout le monde supposant que la machine est défectueuse. Couverte de sueur froide, la journaliste reste clouée sur place, essayant désespérément de se convaincre qu'un homme possédant de la magie doit être une sorte d'erreur technique. Erreur 404, bon sens introuvable. Incapable d'accepter la réalité, la journaliste exige que Haruo repasse le test, insistant sur le fait que l'équipement doit être défectueux. Se tournant vers la réceptionniste bouleversée, Haruo Yukawa demande poliment s'il est autorisé à mesurer sa pression magique une fois de plus. Les autres candidats regardent dans un déni total, refusant de croire qu'un mec puisse réellement posséder un vrai pouvoir magique. Avant que quiconque ait la chance de répondre, l'énorme cristal derrière Haruo Yukawa explose soudainement en des millions de fragments bleus incandescents. La journaliste télé reste figée au milieu des éclats volants, fixant la destruction d'un regard vide. Observant depuis le balcon VIP exclusif au-dessus, les yeux dorés de Toa s'aiguisent à l'instant où elle remarque ce spectacle extraordinaire. Avec une confiance absolue, Haruo Yukawa tend la main et demande calmement s'il est maintenant autorisé à passer à l'examen principal. Quête principale déverrouillée. Une fois de plus, ses pensées dérivent vers ce jour d'enfance sur la plage, où il avait promis de devenir explorateur aux côtés de sa meilleure amie. Souriant de toutes ses dents, le jeune Haruo Yukawa tend le poing et déclare que leur promesse restera un pacte secret partagé uniquement entre deux. Sous le bord de son chapeau de paille, la petite fille écoute calmement tandis que la chaude brise d'été souffle sur le rivage. Ailleurs, Toa ouvre lentement les yeux dans ses appartements privés, songeant à ce rêve récurrent d'un été où elle ne pourra jamais retourner. Assise droite dans son grand lit à baldaquin tandis que sa servante attend à proximité, Toa se prépare pour une nouvelle journée de responsabilité. De retour dans le stade bondé, des confettis pleuvent d'haine tandis que la présentatrice remercie avec enthousiasme le public pour sa patience au micro. Énergie de jeu télévisé, au maximum. Prenant une pause énergique, la présentatrice révèle que l'examen final de cette année sera un battle royal impitoyable, où sortir de l'arène désignée signifie une élimination instantanée. Des centaines de femmes préparent leurs armes sur le sol du stade, se préparant à une mêlée générale totale pour obtenir leur licence d'exploratrice. La présentatrice annonce soudainement une surprise majeure concernant l'examen de cette année, laissant les candidates échanger des regards confus. Un projecteur éclatant se braque soudainement sur Haruo Yukawa alors que la présentatrice révèle le premier incident sans précédent de l'histoire des explorateurs. Debout, impassible dans son costume formel, Haruo Yukawa écoute la présentatrice annoncer à tout le stade qu'un candidat masculin est entré dans la compétition. Au moment où le public entend la nouvelle, des huées assourdissantes éclatent dans tout le stade, tandis que la présentatrice rit de cette réaction extrêmement hostile. Eh bien, c'est une façon de faire son entrée. La présentatrice rassure tout le monde, bien qu'il ne soit qu'un homme, aucune règle spéciale ni avantage ne seront ajoutés pour lui faciliter la tâche. Sur le sol de l'arène, les candidates murmurent entre elles, n'en croyant pas leurs yeux qu'un type se soit réellement qualifié pour l'examen principal, tandis qu'une fille pointe directement du doigt Haruo et sourit de toutes ses dents en confirmant à ses amis qu'il est bel et bien un mâle. Sur le côté, une candidate blonde aux formes généreuses rit doucement, trouvant étrangement adorable qu'un garçon fasse autant d'efforts. Cachée derrière un rideau, une autre candidate a un sourire narquois terrifiant, rejetant Haruo Yukawa comme un idiot délirant qui poursuit un rêve aussi impossible. Loin au-dessus de l'arène, les exploratrices d'élite de rang S observent tout depuis les sièges VIP, demandant à l'exploratrice numéro 1 mondiale si elle est vraiment à l'aise avec le fait d'autoriser un participant masculin à concourir. Tandis que Toa est assise en silence sur son siège en forme de trône, rayonnant d'une autorité écrasante alors que sa secrétaire, Arya, l'informe sur la participation de Haruo Yukawa. Regardant l'arène avec des yeux dorés flamboyants, l'exploratrice numéro 1 mondiale, Toa Fuki, demande froidement le nom du garçon. Juste au moment où Arya commence à lire le profil de Haruo Yukawa, Toa la coupe, insistant sur le fait qu'il n'y a aucune raison de perdre du temps à se souvenir du nom d'un simple homme. Avec un sourire arrogant, l'exploratrice de rang S, Itsuki, taquine Toa, plaisantant sur le fait qu'elle déteste toujours autant les hommes. Toujours en train de tricoter calmement, Yuka sourit et fait remarquer que c'est en fait plutôt adorable quand des garçons faibles se débattent avec autant de ferveur. Regardant nerveusement depuis son rideau, Clara Kurosaki acquiesce doucement, avouant qu'elle ne supporte pas les groupes d'hommes faibles. La loge VIP est déjà plus chaotique que le champ de bataille. Assise bien au-dessus de tout le monde, Toa rayonne d'une autorité écrasante alors qu'elle ordonne à sa secrétaire, Arya, de mener une enquête complète sur ses antécédents. En bas dans l'arène,
La présentatrice lève la main bien haut et signale officiellement le début de l'examen principal. Au moment où elle crie à tout le monde de commencer, une énorme explosion de magie d'ombre jaillit de Haruo Yukawa, se propageant dans toute l'arène. La pression écrasante s'abat sur la section VIP elle-même, laissant même les exploratrices d'élite de rang espal de choc. Se penchant en avant sur son trône, les yeux de Toa Fuki s'écarquillent d'une véritable curiosité alors qu'elle reconnaît cette aura de ténèbres étrangement familière. Enveloppée dans une tempête tourbillonnante d'ombre, Haruo Yukawa active l'art des ombres et annonce calmement qu'il entre en scène. D'un claquement de doigts confiant, Haruo se rappelle silencieusement la promesse qu'il a faite autrefois à son ami d'enfance. Le frérot est entré dans l'examen comme si c'était l'arène du boss final. Les candidates à proximité allaient alors que le sol de l'arène commence à trembler sous le poids de sa magie. Les candidates reculent instinctivement, fixant Haruo Yukawa avec confusion tout en se demandant ce que peut bien être cette terrifiante aura noire qui l'entoure. À l'intérieur de la loge VIP, Toa se penche soudainement en avant et exige d'urgence que Arya lui dise le nom complet du garçon. Ajustant ses lunettes, Arya vérifie sa tablette avant de confirmer que le participant masculin est Haruo Yukawa. Dès qu'elle entend ce nom, l'expression de Toa se fige, et elle marmonne doucement qu'elle déteste l'entendre. Dévorée par un soudain élan d'émotion, Toa pointe du doigt l'arène et déclare que la simple présence d'un homme dans cet examen est dégoûtante. En recevant une instruction inattendue dans son oreillette, la présentatrice allait avant de révéler qu'une toute nouvelle règle vient d'être mise en place. Speedrun. Changer les règles en plein match. Parlant fort dans le micro, la présentatrice déclare que sur ordre direct de la numéro 1 Toa Fuki, quiconque bat le candidat masculin réussira automatiquement l'examen. Dès que le nom de Toa Fuki est mentionné, les candidates dégainent leurs armes avec avidité, ravies de ce raccourci inattendu. Fixant Haruo avec des sourires de prédateurs, les filles réalisent qu'elles n'ont qu'à battre un seul garçon pour s'assurer la victoire. Poussées par la pure cupidité, les candidates foudroient Haruo Yukawa du regard, de la même manière que des chasseurs de trésors fixeraient une récompense de donjon légendaire. Une foule immense de candidates armées fonce droit sur Haruo, lui criant de se rendre tout en lui reprochant simplement de se démarquer en tant qu'homme. Puis, juste au moment où elle s'approche, un colossal monstre d'ombre s'élève de l'aura de Haruo Yukawa, rappelant à tous que chaque grand trésor a toujours un gardien terrifiant. Ouais. Elles ont oublié le boss de Raid. Avec des yeux bleus luisants et un sourire intrépide, Haruo Yukawa déclare calmement que les monstres se fichent que leur proie soit un homme ou une femme. Activant la magie de l'ombre à pleine puissance, Haruo Yukawa libère une vague écrasante de lames d'ombre violette sur le champ de bataille. En l'espace d'une seule seconde, chaque candidate à l'assaut est assommée, s'effondrant à travers l'arène avant même de comprendre ce qui s'est passé. Debout sur la touche, la présentatrice lâche accidentellement son micro en fixant sans voix la défaite instantanée de centaines de candidates. Un tentacule d'ombre fend soudainement les airs, arrachant sans effort le micro de sa main. Haruo tend nonchalamment la main et attrape le micro en plein vol sans perdre une seconde. Le mec a littéralement volé le micro. Tenant le micro près de sa bouche avec un sourire confiant, Haruo demande calmement à tout le stade si quelqu'un d'autre souhaite continuer. Seul au milieu d'innombrables candidates vaincues, Haruo Yukawa écrase complètement l'examen principal. Observant depuis la section VIP, l'exploratrice de rang Esitsuki déborde d'excitation, l'acclamant avec enthousiasme après avoir été témoin de son incroyable démonstration de force. Le menton appuyé sur sa main, Yuka se demande doucement si cette mystérieuse technique de l'ombre provient d'un artefact divin. Cachée derrière son rideau, Clara tremble de façon incontrôlable, se répétant qu'aucun homme ne devrait être capable d'une telle puissance. La secrétaire Arya se tourne vers Toa Fuki avec un étonnement total, se préparant à rapporter tout ce qu'elle vient de voir. Se levant soudainement de son trône, Toa Fuki regarde Haruo Yukawa avec de grands yeux dorés alors que des souvenirs oubliés commencent à affluer. Son regard reste fixé sur le jeune homme solitaire se tenant au milieu de la mer d'ombre tourbillonnante. Quelque chose vient de se débloquer dans les archives de sa mémoire. Des larmes brillent dans les yeux de Toa Fuki alors qu'un souvenir d'enfance oublié refait surface. Elle se souvient clairement d'un jeune garçon souriant chaleureusement en lui tendant le poing sur une plage ensoleillée. Repensant à la visite qu'elle avait faite il y a bien longtemps au domaine Fuki, Toa se souvient du garçon qu'elle n'avait rencontré qu'une seule fois, dont le visage s'était peu à peu estompé dans le flou d'un vieux rêve. Elle réalise qu'elle a rêvé de cette rencontre estivale encore et encore tout au long de sa vie. Se rappelant tous les deux marchant ensemble le long du rivage au coucher du soleil, Toa comprend enfin qu'elle avait langui après cet été irremplaçable pendant tout ce temps. Regardant Haruo avec les joues empourprées, la première exploratrice mondiale murmure doucement son nom avec incrédulité. Le développement du personnage vient de faire un coup critique de dégâts émotionnels. Remarquant la soudaine réaction émotionnelle de Toa, la secrétaire Arya se tourne vers elle avec confusion, et lui demande si mademoiselle Toa se sent bien. Se retournant avec un sourire radieux et les joues rouges, Toa Fuki murmure doucement, « Je t'aime prie », alors qu'une aura étincelante l'entoure. Au moment où Arya voit Toa Fuki rougir comme ça, sa mâchoire tombe presque par terre sous le coup d'une incrédulité totale. Dans sa propre imagination, des roses éclosent partout alors que Arya panique intérieurement, réalisant qu'elle n'a jamais vu mademoiselle Toa avoir l'air aussi indéniablement amoureuse. Incapable de contenir son excitation, l'exploratrice de rang Esitsuki saute soudainement directement du balcon VIP, annonçant qu'elle va le combattre elle-même. Tandis que Arya lui dit désespérément d'arrêter,
Toa place simplement une main contre son front et dit calmement à sa secrétaire de laisser Itsuki faire ce qu'elle veut. Tout en tombant dans le vide, Itsuki tapote son anneau magique avec un sourire sauvage, remerciant Toa de lui offrir une opportunité aussi incroyable alors qu'un éclair bleu engloutit tout son corps. Enveloppé d'électricité crépitante, Itsuki plonge droit vers l'arène. Pendant ce temps, Haruo Yukawa se tient tranquillement au centre du champ de bataille, alors que la fumée se dissipe lentement autour des candidates évanouies. C'est passé d'un examen d'entrée à un enchaînement de boss. Itsuki s'écrase dans l'arène dans une explosion spectaculaire d'éclairs, poussant Haruo à se retourner calmement pour faire face à l'adversaire de rang et son approche. Se déplaçant à une vitesse aveuglante, Itsuki lance un coup de poing chargé d'éclairs, mais Haruo attrape nonchalamment son poignet d'une seule main. Itsuki se fiche d'incrédulité face à sa réaction instantanée, tandis que Haruo étudie calmement sa technique de mouvement à grande vitesse avant de reprendre sa posture. La 5e exploratrice, Itsuki, affiche un sourire excité, stupéfaite qu'un homme puisse réellement suivre sa vitesse. Fléchissant nonchalamment les doigts, Haruo Yukawa sourit en coin et lui demande s'il ressemble à une femme à ses yeux. Montrant ses crocs acérés avec un sourire avide, Itsuki admet joyeusement qu'elle aime beaucoup les hommes têtus qui refusent de reculer. Le mec a accidentellement débloqué son type de personnage préféré. Pressant le bout de ses doigts l'un contre l'autre, Itsuki active une autre fonction de son anneau magique, augmentant les enjeux du combat. Des éclairs bleus surgissent violemment autour d'elle alors que Itsuki crie que la vaincre comptera comme la réussite de l'examen tout entier. La présentatrice attrape rapidement un micro de rechange et annonce avec excitation que l'exploratrice de rang Itsuki a officiellement rejoint l'examen. Haruo et Itsuki échangent une rafale explosive d'attaque à grande vitesse pendant que la présentatrice crie que le candidat masculin affronte un rang S sur un pied d'égalité absolue. De plus en plus frustré, Itsuki hurle d'incrédulité alors que chacune de ses attaques fulgurantes est évitée sans effort. Alors qu'une lumière bleue clignote dans ses yeux, Haruo Yukawa réalise qu'il peut percevoir clairement tous ses mouvements malgré leur vitesse incroyable. Il s'avère que les souvenirs du futur sont accompagnés d'un temps de réaction premium. Sachant qu'il ne peut pas sous-estimer une adversaire de rang S, Haruo lance une paume ouverte directement vers Itsuki. Sa paume atterrit fermement contre sa poitrine alors qu'il concentre une énorme quantité de mana dans sa main. Reconnaissant qu'il fait face à l'une des exploratrices les plus fortes de l'humanité, Haruo Yukawa se prépare à libérer toute la puissance de sa magie cinétique. À l'instant où il la relâche, une explosion écrasante projette Itsuki très haut dans les airs, l'envoyant hurler à travers le dôme du stade. La regardant s'envoler, Haruo Yukawa penche la tête avec confusion, se demandant pourquoi elle lui a paru si étonnamment légère. Itsuki s'écrase dans un énorme fauteuil en peluche en forme d'ours dans le salon VIP avant de gémir de douleur, se frottant la tête en se redressant lentement. Yuka tapote doucement la tête d'Itsuki avec un sourire chaleureux, la taquinant avec malice pour s'être attiré des ennuis si rapidement. Livraison express en un coup. Jetant un coup d'œil sous sa capuche, Clara laisse échapper un rire nerveux, amusée que quelqu'un d'aussi énergique que Itsuki ait été projeté si facilement. Tenant un tout petit lapin en peluche dans sa main, Yuka sourit doucement et annonce que la numéro 1 les a officiellement toutes autorisées à rejoindre le combat. Dans une explosion de magie, le petit lapin en peluche se transforme instantanément en un gigantesque lapin berserké aux yeux cramoisis luisants. Debout à côté de ces énormes monstres lapins et ours en peluche, Yuka sourit et demande à Haruo s'il est à l'aise de combattre 3 adversaires en même temps. L'interface du système de Haruo finit de les analyser, l'informant que les 3 exploratrices de rang S sont des utilisatrices d'artefacts divins. En réfléchissant aux souvenirs de sa vie antérieure, Haruo Yukawa trouve étrangement nostalgique de voir des artefacts divins être utilisés à cette époque. Il se rappelle que dans le futur d'où il vient, les artefacts divins n'étaient considérés que comme des petits trous pour ceux qui ne pouvaient pas éveiller de véritables compétences. L'échelle de puissance vient de complètement dérailler. Regardant son poing serré, Haruo réfléchit silencieusement à la facilité avec laquelle il vient d'envoyer valser une exploratrice de rang S à travers l'arène. Resserrant son emprise, il s'avoue que la numéro 5, Itsuki, semblait étonnamment légère au moment où il l'a frappée. Les yeux plissés par la détermination, Haruo Yukawa décide qu'un combat à 3 contre 1 est l'occasion parfaite de découvrir les limites de sa force retrouvée. Ses pensées retournent brièvement aux innombrables raclées qu'il a subies à l'école, se rappelant l'humiliation qu'il a endurée simplement parce qu'il était né homme. La magie bleue s'enflamme dans ses yeux alors que Haruo Yukawa se demande silencieusement à quel point ses capacités éveillées sont vraiment puissantes. Debout au milieu d'ombres violettes tourbillonnantes, Haruo jure de briser les préjugés de cette société écrasée par la domination féminine. La motivation du personnage principal est entrée dans la phase 2. Remplie d'excitation, les 3 exploratrices d'élite sourient avec avidité alors qu'elles se préparent à déchaîner tout ce qu'elles ont contre lui. Itsuki s'élance vers l'avant à une vitesse incroyable, laissant une traînée d'éclairs bleus crépitant derrière elle. Avec des yeux bleus luisants, Haruo suit sans effort ses mouvements fulgurants sans montrer la moindre inquiétude. Bondissant très haut dans les airs, Itsuki rassemble des éclairs flamboyants autour de ses 2 mains. Elle se prépare à porter un coup décisif. Au lieu de cela, Haruo Yukawa libère une vague d'énergie de l'ombre si immense et écrasante que la pression sur toute l'arène s'abat comme une montagne. Avant même que l'attaque d'Itsuki ne puisse atterrir, un fouet fait d'ombre violette s'enroule autour de son poignet en plein vol, la laissant bouche bée sous le choc. Ouais. Ce combo a été annulé instantanément.
D'un puissant coup de son fouet d'ombre, Haruo Yukawa projette Itsuki vers le ciel juste au moment où le gigantesque lapin berserker de Yuka le charge par derrière. Le colossal lapin lance un coup de poing dévastateur vers le bas, visant directement la tête de Haruo Yukawa. Imitant son propre mouvement, Haruo invoque un gigantesque point d'ombre derrière lui, débordant d'énergie magique bleu foncé. L'énorme point d'ombre entre en collision frontale avec le coup de poing du lapin berserker, déclenchant une violente explosion de force cinétique. D'un seul impact écrasant, la frappe d'ombre de Haruo Yukawa détruit complètement le bras massif du monstre lapin. Alors que Yuka tombe d'Eno en brandissant un énorme ours en peluche, elle tente de prendre Haruo complètement au dépourvu avec une attaque surprise. Un sourire radieux s'étend sur le visage de Yuka alors qu'elle fait s'écraser l'énorme créature en peluche droit sur Haruo Yukawa avec une force écrasante. Le gigantesque ours en peluche s'écrase dans l'arène, pulvérisant le sol de pierre et laissant derrière lui un cratère massif. Regardant la poussière tourbillonner vers le haut, Yuka a des sueurs froides, espérant que cette attaque a suffi à le garder au piège. Alors que la fumée se dissipe, Haruo sort sans la moindre égratignure, tenant nonchalamment l'énorme ours en peluche au-dessus de sa tête des deux mains, comme s'il ne pesait rien. Yuka se fige, incrédule de le voir stopper son attaque lourde avec autant de facilité, puis crie immédiatement à Clara de frapper d'Eno. Le gars a vraiment traité un ours en peluche géant comme un équipement de muscu. Un projectile sombre fend l'air vers l'angle mort de Haruo Yukawa alors que Clara lance son attaque surprise. Flottant au-dessus du champ de bataille, Clara reste cachée sous sa cape sombre. Elle dit à Yuko de ne pas la presser tout en préparant calmement sa technique à l'épée. D'un geste décisif, Clara libère un croissant dévastateur d'énergie violette connu sous le nom d'onde de l'âme violette. Une lumière bleue vacille dans les yeux de Haruo Yukawa alors qu'il donne un petit coup de poignet avec désinvolture et murmure « Oups ». Sa jauge de confiance est bloquée à 100% en permanence. Sans verser une goutte de sueur, Haruo Yukawa projette le gigantesque ours en peluche dans les airs, fracassant l'onde d'énergie de Clara avant d'écraser le monstre en peluche directement sur elle. Renversée par l'arme de sa propre coéquipière, Clara regarde avec une totale incrédulité son embuscade s'effondrer, tandis que Yukawa ne peut qu'observer dans un silence stupéfait, incapable de comprendre sa propre force. Quelques instants plus tard, les trois exploratrices de rang S retombent sur le sol de l'arène, haletant après ce violent échange. Se tenant avec assurance dans son costume, Haruo Yukawa jette un coup d'œil à sa propre main et admet doucement qu'il est vraiment devenu incroyablement fort. Se tournant vers les trois exploratrices d'élite avec un sourire suffisant, Haruo Yukawa leur dit qu'elle ferait mieux d'arrêter de se retenir. Le gars vient juste de demander au boss de passer en phase 2. Son défi arrogant efface instantanément les sourires des visages de Yuka et des Itsuki, les remplaçant par des expressions mortellement sérieuses. Brûlantes de détermination, les trois exploratrices de rang S le foudroient du regard et déclarent qu'elles vont lui faire regretter ses mots. Le silence s'abat sur le stade alors que la poussière retombe lentement sur le champ de bataille dévasté. Dans le public, les femmes regardent avec incrédulité, incapables de comprendre comment un seul homme peut tenir tête à trois exploratrices de rang S. Des murmures parcourent les gradins alors que les spectatrices insistent sur le fait que quelqu'un d'aussi puissant ne peut pas exister, convaincus que tout l'examen a été truqué. Classique, la réaction du genre ilachéaté. Elle refuse obstinément de croire que ça puisse être réel. Pendant ce temps, Clara reste immobile sur le champ de bataille, observant silencieusement Haruo Yukawa. Jetant un coup d'œil sous sa capuche, elle scrute attentivement son visage. Elle reste abasourdie qu'un homme ordinaire puisse déployer une force aussi écrasante. Ses pensées dérivent vers tout ce que la société lui a appris, que les hommes étaient naturellement faibles et destinés à être méprisés. Elle se souvient d'avoir grandi en croyant qu'aucun homme ne pourrait jamais devenir un explorateur ou rivaliser avec des aventurières. Maintenant complètement bouleversée, Clara réalise que la véritable force n'a rien à voir avec le genre. Certaines mises à jour réécrivent complètement la méta. Ajustant calmement son col, Haruo Yukawa fait face à ses adversaires et déclare que les véritables explorateurs ne sont jugés que par leur force. Les femmes dans le public lui crient dessus avec colère, l'accusant de leur faire la morale et exigeant qu'ils partent. Puis un spectateur masculin l'aide soudainement alors que l'atmosphère à l'intérieur du stade change en un instant. La section des hommes explose d'acclamations tonitruantes pour célébrer Haruo Yukawa qui domine complètement l'arène. Les spectateurs masculins lèvent le poing avec excitation, ravis de voir un homme dominer une exploratrice de rang S. Certains des fans les plus toxiques commencent à se moquer des exploratrices, riant de voir ces femmes qui semblaient si sûres d'elles à la télévision être maintenant au bord des larmes. Les sections commentaires des internets sont entrées sur le champ de bataille. Souriant de manière malveillante, il hurle à Haruo Yukawa de continuer à écraser les exploratrices. Bientôt, la foule masculine commence à chanter en chœur, exhortant Haruo à continuer l'attaque. Regardant la foule avec dégoût, Yuka pose une main sur sa joue et murmure doucement à quel point elle déteste les hommes. Debout aux côtés de ses coéquipières, Clara Kurosaki tremble de manière incontrôlable alors que les voix masculines hostiles résonnent dans le stade, se tenant la tête de détresse. Les larmes montent aux yeux de Clara alors que ses hurlements étouffants la font paniquer. Itsuki regarde Clara avec inquiétude, incapable de comprendre pourquoi sa terrible peur des hommes est soudainement revenue. Clara attrape désespérément son propre visage, sanglotant tout en luttant pour garder le contrôle de ses émotions. De l'autre côté du champ de bataille, Haruo Yukawa remarque doucement la souffrance qu'elle endure.
Son traumatisme devient incontrôlable alors qu'elle se persuade que tous les hommes sont cruels par nature. Les larmes coulant sur son visage, Clara fixe la foule rugissante, consumée par la peur. Se recroquevillant en boule sur le sol de l'arène, elle pleure doucement, toute seule. Ce n'est pas vraiment le genre de soutien du public que l'on espérait. En la voyant s'effondrer, plusieurs spectateurs masculins rient cruellement, plaisantant sur le fait que les rumeurs sur sa peur des hommes étaient bien réelles. Il continue de faire des remarques ignobles tout en se moquant de son visage larmoyant. Haruo écoute en silence les commentaires haineux se propager dans le stade, son expression devenant de plus en plus glaciale. Les fans masculins toxiques continuent d'acclamer, pressant Haruo Yukawa d'écraser les exploratrices et de libérer la vengeance des hommes. Fixant les gradins d'un regard bleu glacial, Haruo Yukawa murmure doucement qu'ils deviennent beaucoup trop bruyants. Les hommes du premier rang se taisent d'un coup, confus par le ton glaçant de sa voix. Sans hésitation, Haruo Yukawa libère une vague écrasante de magie des ombres vers la foule hurlante, déclarant calmement qu'il gêne. La pression écrasante s'abat sur les spectateurs toxiques, les laissant haletants et suffocants sous son poids. En quelques secondes, toute la rangée de fans grande gueule s'effondre, inconsciente, sur ses sièges. Petit rappel, être du côté de quelqu'un ne vous immunise pas contre les tirs alliés. Yuka et Itsuki le fixent sous le choc total, exigeant de savoir ce qu'il fait. Levant les yeux remplis de larmes, Clara demande avec incrédulité pourquoi il a assommé ceux-là même qui l'acclamaient. S'avançant sans la moindre hésitation, Haruo Yukawa dit doucement à Clara que ce genre de personne n'a pas le droit de ridiculiser quelqu'un comme elle. Reconnaissant l'onde de l'âme violette, Haruo Yukawa remarque que maîtriser une technique de ce calibre demande un dévouement immense et ne se fait jamais du jour au lendemain. Jetant un regard au spectateur masculin évanoui, Haruo Yukawa déclare calmement que la valeur d'un explorateur n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. Avec un sourire confiant, il tend la main et déclare que les vrais explorateurs ne se définissent que par une seule chose, leur force. Ses yeux bleus brillent chaleureusement alors qu'il parle. Haruo annonce calmement que le bruit inutile a enfin disparu et suggère de poursuivre l'examen. Les priorités, on élimine les distractions, puis on reprend le combat de boss. Itsuki et Yuka le regardent avec un émerveillement sans voix, tandis que Itsuki lâche un petit rire étouffé. Impressionné par sa façon de penser, Clara lève les yeux vers Haruo Yukawa avec des yeux larmoyants et un rougissement cramoisi, demandant désespérément quel genre de personne il est vraiment. Prenant la main de Clara avec une douceur surprenante, Haruo Yukawa se présente avec assurance comme un explorateur de rang SSS. Sans crier gare, un pilier éblouissant de lumière dorée s'abat des cieux, plantant une gigantesque épée divine au centre de l'arène. Les trois exploratrices de rang S ont le souffle coupé alors que l'impact fracasse le sol sous elles, marquant une entrée des plus dramatiques. Descendant avec élégance près de la lame, l'exploratrice de rang 1 Toafuki empoigne son arme divine et annonce froidement que le combat est terminé. Pointant son épée directement sur Haruo Yukawa, Toa s'avance et lui demande s'il est vraiment Haruo Yukawa. Un léger sourire traverse le visage de Haruo alors qu'il confirme son identité et attend patiemment de voir ce qu'elle va faire ensuite. Les yeux brillants et les joues empourprées, Toa demande doucement s'il ne se souvient honnêtement pas d'elle. Haruo penche la tête, complètement confus. Incapable de comprendre de quoi elle parle, la carte mémoire du gars est toujours en cours de chargement. Son expression perplexe dit à Toa tout ce qu'elle a besoin de savoir, et ses yeux dorés se plissent très légèrement. Réalisant qu'il ne la reconnaît vraiment pas, Toafuki resserre son étreinte sur son épée divine avec une détermination renouvelée. Sentant la pression écrasante irradier de son mana, Haruo recule instinctivement et reconnaît qu'elle doit être la première exploratrice mondiale. Affichant un sourire calme mais déterminé, Haruo se rappelle discrètement la promesse d'enfance qu'il a toujours l'intention de tenir. Ses pensées dérivent vers cette plage ensoleillée où il a fait un vœu avec sa plus chère amie d'enfance, même si son nom lui échappe encore. Avec une confiance inébranlable, Haruo lève le poing et défie Toa, numéro 1 du classement, de l'affronter ensuite. Toa soutient son regard avec des larmes aux yeux et un rougissement radieux, convaincu qu'il se souvient encore de la promesse qu'ils ont partagée autrefois. Alors que les visions de plus jeunes se superposent au champ de bataille actuel, les retrouvailles tant attendues entre les deux rivaux d'enfance commencent enfin dans la grande arène. Le timing d'anime ne pouvait vraiment pas attendre 5 minutes de plus. Soudain, une sinistre faille se déchire dans le ciel au-dessus du stade. Haruo Yukawa et Toafuki regardent tous deux instinctivement vers le haut alors qu'une écrasante pression violette engloutit l'atmosphère. Un avertissement cramoisi du système clignote tandis qu'une énorme main squelettique émerge de la déchirure dimensionnelle. Les alertes du système identifient l'événement comme un carnage désastreux de monstres de donjon, alors que d'énormes yeux aux couleurs de l'arc-en-ciel scrutent depuis l'obscurité au-delà. Des éclairs violets sombres déchirent les cieux, engloutissant le ciel tout entier. Toafuki a l'aide d'une horreur absolue en voyant ce phénomène apocalyptique se dérouler au-dessus d'eux. Un bras squelettique géant s'étire depuis la faille vers le stade, laissant tout le monde figé en silence. Ouais, ça ne fait définitivement pas partie de l'examen d'entrée. La gigantesque main squelettique commence à rassembler une immense sphère d'énergie destructrice arc-en-ciel dans sa paume. Dans le public, les gens regardent vers le haut avec confusion, se demandant si un deuxième soleil est soudainement apparu. Un rayon catastrophique de pure annihilation jaillit de la main géante, menaçant d'effacer tout le stade. Itsuki et Clara ne peuvent que fixer le ciel avec une terreur absolue. Aucune d'elles ne parvient à comprendre ce à quoi elles assistent. Serrant les dents,
Toa lève son immense épée divine et se prépare à intercepter la catastrophe imminente. Elle brandit la lame vers les cieux, déployant toute sa puissance pour contrer le rayon destructeur. Le système annonce que les restrictions du traité des Avalons ont été levées, accordant à Toafuki l'accès à toute sa force. Des flammes divines roses jaillissent autour de son corps alors qu'elle se prépare à absorber l'attaque dévastatrice. Limiteur de puissance désactivé. Puis, les yeux de Toa s'écarquillent soudainement lorsqu'une silhouette ombrageuse surgit juste devant elle. Haruo Yukawa s'interpose entre Toa et l'attaque imminente, les enveloppant tous les deux d'une barrière forgée d'ombres ténébreuses. Les notifications du système confirment l'apparition d'un monstre de rang SSS alors que Haruo lance un regard glacial à l'ennemi au-dessus. Ignorant les précédentes limites du traité, Haruo tend la paume vers le ciel pour affronter la déflagration catastrophique. Le système commence à libérer partiellement la magie d'explorateur de rang SS de Haruo Yukawa selon le traité de Babel. Des éclairs d'ombre sombre crépitent violemment autour du bras de Haruo Yukawa alors qu'il recule lentement le poing. Compressant une sphère incroyablement dense de mana de l'ombre dans sa main, Haruo sent les souvenirs de sa vie antérieure le pousser à l'action. Il lève la main vers la faille dimensionnelle et prépare sa technique ultime, l'art de l'omni-ombre. Une lumière bleue flamboie de son œil alors que la sphère condensée atteint sa puissance maximale, et Haruo Yukawa active la libération totale. Le mec a sauté le tutoriel et débloqué l'attaque finale. Un rayon colossal d'énergie d'ombre violet foncé jaillit de la main de Haruo Yukawa et déchire les cieux. Son attaque percute directement le rayon du monstre, écrasant complètement la destruction imminente. L'explosion qui déchire le ciel éclate alors que la décharge de Haruo Yukawa anéantit totalement l'attaque catastrophique. Le rayon d'ombre continue de transpercer les profondeurs du vide dimensionnel, et Haruo reconnaît instantanément le monstre de niveau divin responsable de la destruction de son monde dans le futur. En étudiant de plus près l'immense membre squelettique, Haruo identifie immédiatement l'ennemi. Ses yeux arc-en-ciel inimitables confirment l'identité du monstre, le roi du néant. Au moment où Haruo Yukawa reconnaît le roi du néant, son expression devient mortellement sérieuse. Serrant les dents, Haruo réalise avec une panique grandissante que ce monde suit exactement le même chemin vers la destruction que sa vie antérieure. Le stade entier plonge dans un silence stupéfait sous le ciel violet, tandis que les exploratrices de rang S fixent Haruo avec incrédulité. Pendant ce temps, de nombreux spectateurs chuchotent nerveusement entre eux, se persuadant que cette explosion massive devait faire partie du spectacle. Le déni est une compétence passive drôlement puissante. Un sentiment d'effroi écrasant s'abat sur le stade alors que l'atmosphère oppressante s'alourdit de seconde en seconde. Haruo se rend compte que si l'histoire se répète exactement comme avant, une catastrophe encore plus grande est sur le point de commencer. Loin sous la terre, d'anciennes portes de donjons pourpres se mettent à trembler tandis que des vagues d'énergie sinistre se propagent dans les abysses. Les alertes du système signalent soudainement que de nombreuses portes de donjons s'ouvrent dans les environs, tandis que des mains démoniaques brisent les chaînes qui les retenaient autrefois. Se prenant le visage de frustration, Haruo Yukawa réalise que le saccage des donjons a commencé exactement comme dans sa précédente ligne temporelle. Se tournant vers le public, Haruo Yukawa crie à tout le monde d'arrêter de rester planté là et d'évacuer vers les abris AS immédiatement. Une seconde plus tard, des sueurs froides coulent sur son visage lorsqu'il se rappelle que ces abris n'existent même pas encore à cette époque. Oups. Mauvaise ligne temporelle. En l'entendant parler des abris AS, Toa le regarde avec confusion, se demandant comment il pourrait bien connaître ce projet classé secret. Sans perdre une seconde de plus, Haruo Yukawa ordonne désespérément à tout le monde de fuir le stade, de retrouver leur famille et de quitter la ville sur le champ. Il continue de hurler à plein poumon, les avertissant qu'il leur reste moins de 10 minutes. Alors que les portes des donjons continuent de s'ouvrir dans le ciel, Haruo Yukawa prévient qu'une invasion de monstres à grande échelle est imminente. Totalement inconscient du danger, de nombreux spectateurs murmurent tranquillement qu'ils devraient peut-être appeler leur famille, juste au cas où. Ouais. C'est vraiment le pire moment pour hésiter. Plusieurs fans masculins ingrats hurlent depuis les gradins, refusant de recevoir des ordres de quelqu'un qu'ils considèrent encore comme un loser. Alors que Haruo se dispute avec eux avec frustration, le système IA Prométheux soupire doucement dans son esprit et lui demande s'il ne s'est pas déjà assez sacrifié. Prométheux rappelle à Haruo Yukawa qu'il finit toujours par souffrir pour des gens qui n'apprécient jamais ses efforts. Pendant ce temps, un chahuteur têtu continue de lancer des insultes à Haruo, totalement inconscient du désastre qui s'abat sur la ville. Certaines personnes font vraiment un speedrun des mauvaises décisions. Élevant la voix, Toafuki réduit immédiatement toute l'arène au silence avant que quiconque puisse parler. Avec une autorité écrasante émanant de sa présence, elle pose un regard intense directement sur Haruo Yukawa. Pris au dépourvu par la manière décisive dont elle prend le contrôle, Haruo a du mal à suivre ce soudain changement de leadership. Réduisant la distance entre eux, Toa s'adresse directement à lui devant toute la foule. Abandonnant toute formalité, elle exige de savoir comment il a eu connaissance du projet ultra secret des abris AS. Avant même que Haruo puisse répondre, elle lui rappelle que le projet est hautement confidentiel, puis lui dit immédiatement d'ignorer ce problème pour le moment. Réalisant que chaque seconde compte, elle demande une explication concise de la menace, et Haruo Yukawa révèle que des monstres vont bientôt surgir dans un rayon de 10 km. Il s'empêche d'expliquer le phénomène plus en détail, sachant que cette époque n'a même pas encore découvert les saccages de donjons et qu'il n'a aucune preuve pour appuyer ses dires. Niveau de confiance, étrangement déjà au maximum. Sans montrer la moindre hésitation,
Toafuki accepte chaque mot qu'il prononce et convoque immédiatement sa secrétaire en chef, Arya. Elle ordonne des appels d'urgence au gouverneur et au premier ministre, et une assistante absurdement efficace lui présente instantanément les deux téléphones sur un plateau d'argent. Utilisant l'autorité du prestigieux non-Fuki, Toa accepte personnellement l'entière responsabilité tout en exigeant un état d'urgence immédiat dans toute la ville. Passant au second téléphone, elle ordonne au Premier ministre d'activer le centre de réponse aux catastrophes nationales sans délai, laissant Haruo Yukawa totalement stupéfait par l'étendue de son influence politique. Elle ordonne ensuite à son personnel de déployer tous les prototypes d'abri AS, refusant d'entendre comme excuse que le projet n'est pas terminé. Complètement déconcerté par la fluidité avec laquelle tout s'est déroulé, Haruo demande doucement à Prométhée ce qui se passe, et Lia répond simplement que Toa lui fait sincèrement confiance. Après avoir mobilisé le gouvernement tout entier en quelques secondes, Toa se tourne vers Haruo Yukawa avec un sourire enjoué et lui demande ce qu'ils doivent faire ensuite. Les stades d'efficacité sont complètement chéatés. Ailleurs dans la ville, les citoyens ordinaires continuent de vivre leur vie normale, totalement inconscients de la catastrophe qui approche. Sans prévenir, le ciel se fissure comme du verre brisé alors que de terrifiants envahisseurs descendent dans les rues en contrebas. L'air excité par les innombrables humains qui les entourent, un envahisseur ailé annonce joyeusement que le roi a donné l'autorisation de tuer autant de personnes qu'il le souhaite. Les sinistres frères conviennent rapidement de leur stratégie. Tous les humains rares seront capturés vivants pour servir d'épouses, tandis que les autres seront massacrés sans pitié. De retour à l'intérieur du stade, les coéquipiers de Toafuki paniquent, luttant pour comprendre ses ordres d'urgence soudains. Toa fait un geste désinvolte vers Haruo Yukawa derrière elle, expliquant qu'elle agit actuellement sous ses instructions directes. Se tournant de nouveau vers lui, elle l'informe que l'évacuation de la ville a déjà commencé et demande quelle est la prochaine phase du plan. Aucune pression, juste la survie d'une ville entière. Sachant que le temps presse, Haruo Yukawa lui dit que l'évacuation de la foule du stade doit être leur priorité absolue. Sans l'ombre d'une hésitation, Toa bondit haut dans les airs et amplifie sa voix à travers toute l'arène, ordonnant à chaque civil de commencer à évacuer immédiatement. Inspiré par sa prestance imposante, la foule entière répond à l'unisson, laissant Haruo Yukawa sincèrement impressionné par l'autorité absolue qu'elle impose. Sous son commandement irréprochable, des milliers de civils commencent à quitter le stade dans un flux ordonné au lieu de céder à la panique. En la regardant gérer la crise avec une telle aisance, Haruo Yukawa décide enfin de lui poser la question qui le tourmente. Se montrant du doigt, il lui demande sans détour pourquoi elle a fait confiance à un parfait inconnu sans exiger la moindre preuve. Plutôt que de répondre directement, Toafuki rougit très légèrement en arborant un mystérieux sourire taquin. Posant un doigt sur ses lèvres, elle le fait doucement taire, refusant de révéler la véritable raison. Elle a vraiment choisi l'option de dialogue de l'héroïne mystérieuse. Avant que Haruo ne puisse la questionner davantage, Arya atterrit soudainement à côté d'eux, interrompant la conversation. S'approchant avec une urgence visible, Arya demande respectueusement à Dame Toa la permission d'émettre une opinion importante. Restant parfaitement maîtresse d'elle-même, Toafuki permet calmement à son assistante de parler. Arya admet que Haruo Yukawa a bel et bien sauvé tout le monde de l'attaque magique précédente, mais insiste sur le fait qu'il est encore bien trop suspect pour qu'on lui fasse confiance. Toa plisse ses yeux luisants et exige que Arya explique exactement ce qu'elle veut dire. Perdant finalement son sang-froid, Arya hurle à plein poumon qu'elle refuse de croire un seul mot de ce que dit Haruo Yukawa. Une explosion assourdissante interrompt soudainement la diatribe d'Arya juste au moment où elle insiste sur le fait qu'une invasion de monstres à la surface est impossible. Au loin, un gigantesque champignon atomique s'épanouit dans le ciel, laissant Arya sans voix alors que la réalité lui donne tort sur le champ. Partout dans la ville, l'espace se fracture en d'innombrables failles, et des vagues de chevaliers noirs en armure en émergent, poussant l'association des explorateurs à émettre une alerte d'urgence. Des messages inondent tous les téléphones en vue, confirmant que des monstres en armure massacrent des civils tandis que les forces locales sont complètement débordées. Eh bien, cette phase de déni aura duré environ 5 secondes. Avec un regard sarcastique vers son escouade, Toa demande si quelqu'un d'autre que Arya doute encore de Haruo Yukawa, ce qui lui vaut un cœur immédiat de non gêné. Satisfaite de la réponse, Toafuki ordonne officiellement à son équipe de se déployer en ville pour secourir les civils et éliminer les monstres envahisseurs. Juste avant de partir, elle pointe directement Haruo Yukawa du doigt et lui demande s'il a d'ultimes conseils tactiques. Pendant ce temps, Arya fait pratiquement un écran bleu en arrière-plan. Elle n'arrive tout simplement pas à comprendre pourquoi Dame Toa accepte des stratégies de combat d'un parfait inconnu. Retrouvant son sérieux, Haruo Yukawa demande à Toa si elle se souvient des schémas de comportement de base que les monstres suivent lors d'un saccage à grande échelle. Il explique qu'il opère toujours selon 2 principes majeurs. Premièrement, ils envahissent les zones pleines de civils, et deuxièmement, ils traquent activement les endroits où le pouvoir magique est concentré. Un comportement classique de boss de raid. Après un instant de réflexion, Toa pose la question qui s'impose, pourquoi les monstres ciblent-ils précisément les explorateurs actifs? Haruo Yukawa admet que personne ne le sait vraiment, si ce n'est que les explorateurs capturés sont traînés au fond des donjons et ne reviennent jamais. En rassemblant les indices, Toafuki en conclut qu'ils doivent envisager le pire scénario et défendre l'endroit le plus exposé au danger. Haruo acquiesce, confirmant que la cible principale des monstres est presque certainement l'Académie des Explorateurs. À l'Académie des Explorateurs,
le chaos éclate alors que des étudiantes terrifiées se regroupent sur le campus dévasté. Une étudiante courageuse dégaine son épée et s'interpose pour protéger les garçons effrayés cachés derrière elle. Trônant fièrement sur les décombres comme un roi contemplant son royaume, le démon de haut rang Jamzir inautoise les humains avec un mépris flagrant. Il ricane devant ce spectacle pitoyable, se moquant du fait que les hommes se cachent derrière des femmes. Le mec reste connecté juste pour balancer des vannes. Ses yeux démoniaques brûlent d'irritation lorsqu'il fixe son regard sur les étudiants terrifiés qui tremblent de peur. Avec une moquerie évidente, il leur demande s'ils ne ressentent aucune honte en tant qu'hommes, déclenchant des cris encore plus forts chez les étudiants paniqués. Avant qu'il ne puisse poursuivre son discours, une fille aux cheveux roses tombe soudainement du ciel, l'épée déjà en mouvement. Prenant le démon totalement par surprise, Natsuki Natsukawa lui entaille la poitrine et lui lance sèchement qu'il parle beaucoup trop. Elle atterrit en douceur près de ses camarades, et les garçons reconnaissent instantanément Natsuki, hurlant son nom avec soulagement. La foule commence à exulter, convaincue qu'elle a vaincu le monstre, mais l'expression horrifiée de Natsuki Natsukawa prouve le contraire. La musique de victoire cesse de déclencher bien trop tôt. Avant que quiconque ne puisse réagir, une main démoniaque gigantesque surgit de la fumée et se referme fermement sur la gorge de Natsuki. Ignorant totalement son attaque surprise, Jamzir Ino la soulève nonchalamment du sol et admet que son coup était plutôt impressionnant. En la regardant de plus près, il reconnaît qu'elle possède un talent naturel remarquable pour le combat. Alors qu'elle lutte pour respirer sous son étreinte écrasante, il la félicite pour sa capacité rare à effacer sa présence et son aura magique. Intrigué par ses compétences exceptionnelles, le démon se penche et lui déclare de manière terrifiante qu'elle portera ses enfants. À bout de souffle, Natsuki lui répond d'une voix étranglée par les larmes qu'il a complètement perdu la tête. La voyant se faire étrangler sous leurs yeux, les étudiants terrifiés cèdent à la panique et hurlent désespérément pour que quelqu'un d'autre vienne la sauver. Leur instinct de survie tourne à plein régime. En entendant leurs cris, les lèvres de Jamzir se tordent en un sourire cruel alors qu'une idée malsaine germe dans son esprit. S'adressant à tout le champ de bataille, il lance un défi sadique aux étudiants pour tester leur courage. Tendant la fille à bout de souffle comme un appât, il met au défi n'importe quel homme de s'avancer et de l'affronter s'il veut la sauver. Luttant désespérément pour trouver de l'air, Natsuki tourne son regard embué de larmes vers ses camarades, les suppliant silencieusement de l'aider. Paralysés par une terreur écrasante, les étudiants sont incapables de bouger, l'aura oppressante du démon anéantissant la moindre once de leur courage. Réalisant qu'ils n'ont absolument aucune chance face à un tel monstre, la peur les consume entièrement. Abandonnant toute fierté, les garçons lâchent prise et s'enfuient en courant, hurlant des excuses larmoyantes à Natsuki. Succès déverrouillé, repli tactique le plus rapide de l'histoire. Ils détalent à toute vitesse, hurlant désespérément des excuses pour justifier leur fuite. Les regardant fuir, Jamzir rit d'un air moqueur et dit à Natsuki qu'une personne aussi talentueuse qu'elle mérite bien mieux que ces hommes pathétiques. Se lassant vite, il la lâche et la laisse tomber au sol, où elle tousse violemment à quatre pattes. Baissant les yeux sur la blessure superficielle de sa poitrine, il réalise que Natsuki était déjà gravement blessé avant même de lancer son attaque. Sous ses yeux horrifiés, la coupure se régénère instantanément, lui prouvant cruellement que sa frappe désespérée n'a servi à rien. Se dressant au-dessus de son corps tremblant, le démon lui démontre silencieusement à quel point le fossé qui les sépare est insurmontable. Pointant un doigt lumineux vers son visage, il exige froidement sa soumission totale. Il promet de l'épargner et d'en faire sa compagne si elle lui lèche les doigts. Désespéré de vouloir protéger les amis qui lui restent, Natsuki lui demande en larmes si lui obéir sauvera aussi tous les autres. Un sourire machiavélique s'étire sur le visage du démon tandis qu'il ment sans sourciller, promettant de les épargner tout en se moquant secrètement de sa naïveté. À l'autre bout du champ de bataille, l'une de ses amies hurle désespérément pour qu'elle s'arrête, la suppliant de ne pas sacrifier sa dignité. Ignorant toutes ses supplications, Natsuki se mord silencieusement la lèvre et se prépare à tout abandonner pour les gens qu'elle veut protéger. Baissant la tête par humiliation, Natsuki ouvre lentement la bouche et s'approche du doigt du démon, semblant prête à accepter le marché. Satisfait par ce qui ressemble à une soumission totale, le démon a un sourire narquois et la flatte comme si elle était un animal de compagnie docile. Ses lèvres s'arrêtent à quelques centimètres de sa main, illustrant la profondeur déchirante de son désespoir. Les yeux fermés, elle tire lentement la langue, apparemment prête à subir cet acte dégradant. Ouais. Il a crié victoire bien trop vite. Au tout dernier moment, Natsuki plante soudainement ses dents dans son doigt de toutes ses forces, faisant couler le sang dans une attaque surprise féroce. Retirant brusquement sa main, Jamzir Ino fusille du regard le sang qui perle de son doigt, et exige rageusement de savoir ce qu'elle croit faire. Alors que le visage de Haruo traverse son esprit, Natsuki trouve le courage dont elle a besoin en repensant au garçon qu'elle aime vraiment. Malgré ses contusions et ses larmes, elle irradie d'un sourire sans peur et rejette fièrement le démon une bonne fois pour toutes. Sa confiance efface instantanément ce sourire suffisant de son visage. Rendu furieux par son insolence, Jamzir Ino concentre une énergie magique mortelle au bout de ses doigts. Estimant qu'elle n'a plus la moindre utilité, il pointe son attaque fatale directement sur sa tête et la condamne froidement à mort. Des larmes coulant sur ses joues, Natsuki ferme doucement les yeux et accepte ce qu'elle croit être ses derniers instants. Juste avant que le sort mortel ne soit lancé, une onde de ténèbres s'étend soudainement sur le sol entre eux. Une violente énergie obscure violette jaillit de la flaque noire comme un brasier infernal.
Surgissant des ténèbres au tout dernier instant, une voix familière résonne alors qu'une onde de choc écrasante projette Jamzir Ino en arrière. Ça c'est ce qu'on appelle faire une entrée remarquée. Haruo Yukawa émerge de la faille ténébreuse, rattrapant Natsuki Natsukawa en toute sécurité dans ses bras, tandis que la magie noire ondule autour de lui. Brûlant de rage, il plonge son regard dans celui du démon et exige de savoir exactement ce qu'il croit faire. Pris totalement au dépourvu, Jamzir Ino sourit et lui demande d'où il a bien pu sortir. Ses yeux bleus luisant à travers les ombres environnantes, Haruo répond calmement qu'il est venu tout droit des ténèbres. Rejetant la tête en arrière, Jamzir Ino éclate de rire avant de le traiter de simple gamin arrogant. Hurlant que son entrée par les ombres était atrocement prévisible, le démon projette immédiatement une immense vague de magie incandescente sur eux. L'explosion engloutit tout dans un océan de flammes, plongeant les étudiants terrifiés dans la panique. Supposant que les flammes les ont réduits en cendres, Jamzir Ino commande sarcastiquement qu'il a dû les tuer par accident. Erreur classique de méchant, ne jamais supposer que la fumée signifie la victoire. Tournant les talons, il se demande nonchalamment s'il doit achever les étudiants restants ou rejoindre son frère. Mais avant qu'il ne puisse s'en aller, une vive pulsation d'énergie ténébreuse résonne dans son dos. Se retournant avec incrédulité, Jamzir Ino perçoit une pression écrasante émanant de la fumée. Debout au cœur des flammes déchaînées sans la moindre égratignure, Haruo Yukawa porte toujours Natsuki sereinement dans ses bras. Fixant le démon d'un regard glacial, Haruo lui demande comment il se fait qu'il soit encore en vie. La magie noire rayonne autour de lui alors qu'il explique tranquillement qu'il a bloqué l'attaque sans recevoir la moindre égratignure. Claquant la langue de frustration, Jamzir Ino est bien forcé d'admettre la vérité. Enfin excité d'affronter un homme prêt à se battre, le démon se met en position de combat et loue le courage de Haruo. Alors que son aura explose vers l'extérieur, des morceaux de roche commencent à léviter autour de lui. Il défie ardemment Haruo dans un combat frontal. Haruo a attendu ce duel toute sa vie. Alors qu'il hurle de régler ça d'homme à homme dans un combat à mort, le démon est brusquement interrompu. Haruo lui lance calmement de l'attendre une seconde. Ignorant totalement la soif de sang du monstre, Haruo baisse doucement les yeux vers Natsuki, et lui demande si elle peut marcher toute seule. Il la porte jusqu'aux étudiantes, s'excusant poliment pour l'interruption, tandis que Natsuki rougit furieusement de gêne. Furieux d'être ignoré, Jamzir Ino plonge depuis les airs et décoche un coup de poing dévastateur directement visé sur la tête de Haruo. Natsuki pousse un cri d'horreur alors que le poing du démon s'abat à une vitesse terrifiante. Mais à l'instant où son poing atterrit, l'expression de Jamzir Ino se fiche de confusion. Haruo encaisse sereinement le coup de plein fouet avec son dos, sans jamais ralentir ni même sourciller. Un mur d'yeux ténébreux effrayant s'ouvre derrière lui alors que Haruo répète calmement au démon d'attendre. Succès déverrouillé. Le attend 2 secondes le plus puissant de tous les temps. Submergé par une peur viscérale, le démon bafouille d'horreur. Observant la scène depuis les décombres, les garçons n'en croient pas leurs yeux en voyant un type ordinaire repousser une attaque capable d'annihiler des explorateurs. En regardant de plus près, l'un d'eux réalise soudainement l'identité de l'homme. Peinant à y croire, il s'exclame que le mystérieux combattant n'est autre que Haruo Yukawa. En rejoignant les filles blessées, Haruo y dépose doucement Natsuki, tandis que l'une de ses amies se précipite à ses côtés. Après l'avoir délicatement déposée, il lui demande si elle peut tenir debout, et elle hoche timidement la tête. Reprenant encore son souffle, Natsuki Natsukawa demande avec stupéfaction s'il est vraiment Haru. L'accueillant avec un sourire bienveillant, Haruo Yukawa dit chaleureusement que ça fait longtemps. Dès l'instant où elle voit son sourire, Natsuki Natsukawa rougit violemment, complètement bouleversée. Balbutiant de manière incontrôlable, elle se rappelle qu'il l'a déjà sauvée une fois auparavant. L'un des étudiants lâche crie soudainement le nom de Haruo Yukawa, incapable de cacher son envie. Haruo Yukawa se retourne lentement et lui répond avec un regard froid et sans émotion. Poussé par la jalousie et l'insécurité, l'étudiant hurle qu'un raté de l'académie n'a pas à jouer les héros. Il insiste sur le fait que les hommes n'ont jamais été faits pour combattre les monstres de toute façon. Les étudiantes, stupéfaites de voir un homme tenir tête à un tel monstre, le préviennent d'urgence que l'ennemi est beaucoup trop dangereux. Même lorsqu'elle le supplie de s'enfuir pendant qu'il le peut encore, Haruo Yukawa se contente de sourire avec une assurance tranquille. S'inclinant respectueusement devant elle, Haruo Yukawa remercie sincèrement les exploratrices d'avoir risqué leur vie pour protéger les autres. Complètement déshabituées à recevoir un respect sincère de la part d'un homme, les 2 filles rougissent intensément à ces éloges touchants. Haruo Yukawa félicite les 2 exploratrices d'avoir tenu bon jusqu'à la fin, protégeant tout ce qu'elles pouvaient malgré des chances infimes. Il les remercie sincèrement pour leur courage, laissant l'étudiant aigri fulminé de jalousie en arrière-plan. Se tenant avec assurance, Haruo Yukawa leur assure qu'il prend le relais, et les filles ne peuvent que le regarder avec admiration. Sur ce, il s'avance sur le champ de bataille et fixe ses yeux sur le démon qui l'attend plus loin. Une énergie sombre émane de son corps alors que Haruo Yukawa se prépare calmement pour le vrai combat. Ouais, la musique du boss vient de commencer. Observant avec amusement, Jamzir Ino rit avant de demander à ce guerrier intrépide de révéler son nom. Plutôt que de répondre, Haruo Yukawa abaisse un doigt et trace calmement une ligne sur le sol. Une entaille flamboyante déchire la terre, laissant une profonde frontière entre les 2 adversaires. En regardant cette ligne de démarcation fraîchement tracée, Haruo Yukawa annonce calmement que la limite est désormais fixée. Il prévient ensuite le démon d'un ton glacial que la franchir signifie une mort certaine.
Ignorant complètement la menace, Jamzir Ino franchit délibérément la ligne avec un sourire narquois. Le gars a vraiment choisi l'option de dialogue intitulée Mauvaise idée. À l'instant même où son pied touche le sol, Haruo Yukawa disparaît pour se matérialiser directement au-dessus de lui. Avant que le démon ne puisse réagir, ses yeux s'écarquillent de pure stupeur. Annonçant déjà son coup, Haruo Yukawa déclare qu'il vise directement son estomac. Son coup de poing imprégné d'ombre s'écrase profondément dans l'abdomen du démon alors qu'il lui dit de se protéger s'il veut survivre. L'énergie sombre jaillit à travers le dos du démon, et Haruo Yukawa lui conseille avec désinvolture de mieux se défendre la prochaine fois. Tombant à genoux, Jamzir Ino lutte pour respirer en réalisant que son mana se vide à vue d'œil. Dominant son adversaire, Haruo Yukawa lui ordonne de se relever, lui rappelant que le combat vient à peine de commencer. Les coups de poing du tutoriel sont officiellement terminés. Des flammes bleues brillent dans les yeux des Haruo Yukawa alors qu'il exige que le démon attaque de toutes ses forces à moins de vouloir que le combat se termine immédiatement. Excité par le défi, Jamzir éclate d'un rire maniaque avant de dégainer son épée divine. Il fonce à une vitesse incroyable et balance sa lame rougeoyante directement sur Haruo Yukawa. À mi-chemin de l'attaque, cependant, l'incrédulité envahit le visage du démon. Haruo Yukawa esquive l'entaille sans effort et répond par un coup dévastateur qui enfonce le démon dans le sol. Toussant au milieu de la poussière, Jamzir Ino rit comme un fou malgré la raclée qu'il vient de prendre. Se remettant sur ses pieds avec difficulté, il hurle que le combat devient enfin excitant. Soulevant son épée divine au-dessus de sa tête des deux mains, il s'émerveille de rencontrer un guerrier de la surface capable de le pousser à ce point. Le gars est tombé sur le seul boss optionnel pour lequel il n'était pas prêt. À bonne distance, les exploratrices observent avec horreur une immense vague de pression magique exploser du démon. Hurlant à travers le champ de bataille, le démon déclare fièrement son vrai nom, Jamzir Ino. Enveloppé d'une lumière éclatante, il s'élance tout en reconnaissant officiellement Haruo Yukawa comme un homme et un guerrier digne de ce nom. Abattant son arme avec tout ce qu'il a, il proclame le début d'un duel sacré entre hommes. Avant même que la déclaration ne s'achève, Haruo Yukawa active ses arts de l'ombre, et une lame noire tranche le démon de part en part. Jamzir regarde avec une terreur absolue son épée divine exploser en d'innombrables fragments lumineux. En un seul instant, son arme divine et son armure de mana ultime sont réduites à néant. Alors que ses blessures refusent de se régénérer, il réalise que même son mana a été nettement tranché. Son esprit vacille d'incrédulité lorsqu'il reconnaît les ténèbres écrasantes des Haruo comme une véritable compétence, chose qu'aucun humain ne devrait pouvoir posséder. Succès déverrouillé, crise existentielle. L'énergie sombre afflue à travers l'artefact divin des Haruo Yukawa, alors qu'il y canalise un pouvoir encore plus grand. Faisant tout ce qu'il peut pour survivre, le démon réalise que la capacité de combat des Haruo Yukawa a complètement dépassé les limites humaines. Chaque défense qu'il tente est anéantie sans effort par l'assaut implacable des Haruo Yukawa. Sans la moindre trace de pitié ou d'hésitation, Haruo Yukawa se prépare à en finir avec ce combat. Enfonçant son attaque dans la poitrine du démon, Haruo force Jamzir Ino à se rappeler d'une figure légendaire dont la brutalité égalait cette frappe même. Crachant du sang sombre, Jamzir Ino lâche un faible rire et admet que Haruo Yukawa est vraiment terrifiant. Qualifiant le combat de magnifique, le démon s'effondre en cendres lumineuses avant de disparaître. Alors que son corps s'efface, sa pierre de mana flottante délivre un ultime avertissement à son jeune frère, cet humain est beaucoup trop dangereux. Haruo tend la main alors que le système annonce l'élimination réussie d'un monstre de classe SS. Un tentacule semblable à du slime s'étend de prometteux le long du bras des Haruo Yukawa, récupérant la pierre de mana de classe SS. Le système commence immédiatement à extraire et absorber le noyau, prenant Haruo Yukawa légèrement par surprise. Regardant son ya dévorer le noyau avec désinvolture, Haru reste de marbre pendant que Prométheux le félicite et lui signale qu'il reste un monstre de classe SS à proximité. Prométheux confirme que Tohafuki est la plus proche de l'ennemi restant, incitant Haruo Yukawa à se diriger vers sa position. Itinéraire de speedrun mis à jour. Toujours caché à proximité, l'étudiant jaloux fixe Haruo Yukawa avec une totale incrédulité. Son corps entier tremble alors qu'il refuse obstinément d'accepter qu'un humain ordinaire puisse posséder une force aussi écrasante. Essayant de monter tout le monde contre lui, le lâche hurle que Haruo Yukawa est ce même raté de l'académie qu'il avait frappé auparavant. Il insiste de façon hystérique sur le fait que Haruo Yukawa doit en fait être un monstre car aucun humain normal ne pourrait se battre ainsi. Perdant complètement le contrôle, il exige que les exploratrices exécutent Haruo Yukawa sur le champ pour avoir manipulé les pouvoirs de l'ombre. Les deux exploratrices ne répondent que par des regards de dégoût absolu. Ouais. Cet argument n'est pas passé du tout. Ébranlé par leur regard, l'étudiant paniqué hurle, exigeant de savoir pourquoi personne ne le croit. Il continue de pester en disant que Haruo Yukawa n'est rien d'autre qu'un bon à rien et un dangereux monstre. Toujours en hurlant à plein poumon, il insiste sur le fait qu'il est du devoir des exploratrices d'éliminer Haruo Yukawa. Juste à ce moment, le claquement sec d'un talon résonne juste derrière lui. Ayant assez de ces jérémiades incessantes, Natsuki Natsukawa s'avance et flanque une puissante gifle en plein visage du lâche. Le visage rouge pivoine, Natsuki s'évente des deux mains, essayant de se calmer. Pressant ses paumes contre ses joues, elle s'arme de courage pour ce qu'elle s'apprête à faire. Remarquant son expression, Haruo Yukawa se tourne vers elle, inquiet des blessures qu'elle porte encore. Le gars s'attendait à faire la conversation. La réalité avait d'autres projets.
Avant que Haruo ne puisse finir sa phrase, Natsuki s'élance soudainement et enroule fermement ses deux bras autour de sa taille. Pris complètement au dépourvu par ce câlin inattendu, Haruo Yukawa insiste maladroitement sur le fait qu'il va parfaitement bien. Le serrant encore plus fort, Natsuki pleure à chaudes larmes en disant qu'elle va bien maintenant tout simplement parce qu'il est venu la sauver. Reposant son visage contre son torse, elle murmure doucement que tout ira bien désormais. Pendant ce temps, tous les spectateurs ont déjà commencé à regarder. Réalisant que chaque étudiant et explorateur à proximité les fixe, Haruo Yukawa commence à bafouiller d'embarras. Avec une adorable moue boudeuse, Natsuki Natsukawa insiste sur le fait qu'il n'y a rien de mal à remercier la personne qui a sauvé sa vie, laissant les étudiants lâches sans voix. Observant l'étreinte, l'étudiant jaloux se prend la tête entre les mains, incapable de comprendre pourquoi elle a choisi Haruo Yukawa plutôt qu'un autre. Juste à ce moment, Prométhée alerte Haruo de l'approche d'une autre puissante signature de mana, l'incitant à s'excuser alors qu'il se prépare à partir. Dès qu'elle remarque son expression, Natsuki réalise qu'il est sur le point de s'enfuir pour sauver quelqu'un d'autre à nouveau. Souriant plus que jamais, elle l'appelle par son nom complet et lui demande de l'emmener manger une fois qu'il sera de retour. Mission acceptée, à supposer que l'Apocalypse coopère. Alors que Prométhée le presse de se dépêcher, Haruo accepte timidement avant de s'avancer vers un portail fait d'ombre. Le regardant disparaître dans les ténèbres, Natsuki croise les mains dans le dos et murmure doucement à quel point il est incroyablement cool. Ailleurs dans la ville dévastée, Tohafuki se tient sous une pluie battante, observant la destruction qui l'entoure. Son regard se pose sur un puissant démon ailé assis sur un tas de décombres, et elle lui demande calmement s'il est à l'origine de toute cette dévastation. Avec un sourire en coin, le démon blond fait un signe de la main et demande si ça lui pose un problème. Toa répond froidement que poser une question aussi évidente est une pure perte de temps. Elle n'est pas venue pour le service client. Sans ajouter un mot, la magie s'enflamme sous les bottes de Tohafuki, prenant le démon par surprise. Elle s'élance à une vitesse incroyable, abattant son épée massive dans une frappe mortelle. Croisant le regard du démon, elle refuse de détourner les yeux. Elle lui dit sans détour que son existence même la dégoûte. Son coup dévastateur libère une énorme onde de choc qui déchire les ruines environnantes. Alors que la pluie dissipe la poussière, Toa abaisse sa lame et cherche des survivants dans les environs. Le faible cri d'un enfant parvient soudain à ses oreilles, lui faisant écarquiller les yeux. Sans hésiter, elle court vers le bruit. Au fond d'une ruelle détrempée par la pluie, une petite fille sanglote à côté du corps immobile d'un chien blanc. L'enfant essuie ses larmes, complètement submergé par le désespoir. Ouais. Que quelqu'un protège cette gamine, bon sang. Sentant une présence chaleureuse à proximité, la petite fille lève lentement les yeux, embuée de larmes. Glissant à genoux sur le trottoir mouillé, Toa s'arrête doucement à côté de l'enfant effrayé. La fillette oublie brièvement de pleurer en la regardant avec surprise. Toa ouvre les bras, offrant à l'enfant terrifié une étreinte réconfortante. Serrant la fillette contre elle, Toa la félicite doucement d'avoir survécu à une épreuve aussi terrible. Elle s'excuse d'être arrivée trop tard avant de lui demander doucement si elle a eu peur. Se sentant enfin en sécurité, la petite fille fond en larmes et s'accroche fermement à Toa. Sans dire un mot de plus, Toa la serre simplement dans ses bras avec une compassion silencieuse. Parfois, la meilleure chose à faire est d'être simplement là. Toujours en sanglotant, la petite fille explique que son chien Léo a risqué sa vie pour la protéger. Elle raconte en pleurant qu'un monstre en armure a donné un coup de pied à Léo, le laissant immobile sur le sol. Avec un doux sourire, Tohafuki lui dit qu'elle a vraiment une famille merveilleuse. Plaçant ses deux mains lumineuses sur le chien blessé, Toa canalise un sort de guérison avancé sur Léo. Une lumière dorée restaure immédiatement son corps, et Léo ouvre les yeux comme si de rien n'était. Le chien rebondit et aboie, laissant la petite fille bouche bée. Submergée de joie, Léo lui lèche joyeusement le visage tandis qu'elle rit aux larmes. Toa lui demande ensuite doucement où sont ses parents, incitant l'enfant à pointer du doigt vers le loin. Suivant la direction, Toa repère deux civils s'encoincés sous des débris effondrés. Sentant de faibles traces de mana, elle réalise que les deux parents sont encore tout juste en vie. Rassemblant une immense vague de lumière réparatrice, Toa déclare fermement que leur vie ne s'arrêtera pas ici. Mettant chaque once de son pouvoir magique dans le sort, elle se concentre entièrement pour les sauver. Niveau max de soigneur débloqué. La guérison miraculeuse restaure les deux parents, et la petite fille court joyeusement dans leurs bras. Les explorateurs à proximité reconnaissent Tohafuki et l'acclament avec soulagement, voyant leur sauveuse enfin arriver. Une exploratrice se précipite, remerciant Toa du fond du cœur. Toa balaie les éloges et ordonne à tous de se concentrer d'abord sur la protection des civils, mais son instinct de danger s'active soudain, l'avertissant d'une attaque imminente. Elle se tourne immédiatement vers les explorateurs environnants pour les alerter. Alors qu'une concentration massive de magie liquide se forme au-dessus d'eux, Toa crie à tout le monde de se baisser. Un torrent dévastateur d'eau à haute pression s'abat vers eux comme un raz de marée. Elle bondit instantanément en avant, balayant l'attaque avec sa lame massive. Avec une précision sans faille, Toa dévie le flot déchaîné loin des civils. Pas mal, mais le boss a clairement une deuxième phase. Une voix moqueuse résonne depuis les hauts, impressionné par ses réflexes fulgurants. Reformant son corps liquide en plein vol, le démon rit et admet l'avoir sous-estimé. Toa réalise qu'elle a bien réussi sa frappe et pourtant le démon complimente nonchalamment son attaque sans montrer la moindre égratignure. Comprenant que tout son corps est composé de liquide,
Toa ordonne à tous les explorateurs de reculer et de rester cachés. Encerclé par des tourbillons d'eau, le démon éclate d'un rire dément avant de draguer Toa sans vergogne, la qualifiant de magnifique. Il plonge dans un vortex d'eau tourbillonnant, annonçant qu'il veut voir son visage de plus près. Toa bondit instantanément en arrière, évitant de justesse les immenses piliers d'eau qui s'écrasent vers elle. Elle se pose avec légèreté sur la rue trempée de pluie sans perdre l'équilibre. Refusant de rester sur la défensive, elle s'élance droit dans le ciel vers le démon en lévitation. Le gars a choisi la difficulté boss volant. Croisant son regard, elle répond avec sarcasme qu'elle vient pour le laisser admirer son visage de plus près. Sa lame devient floue tandis qu'un barrage incessant de coups met son corps à queue en pièces. Observant depuis les rues en ruine, l'une des exploratrices exulte, convaincue que Toa a mis fin au combat instantanément. Sans regarder en arrière, Toa crie à tous de rester cachés, et les avertit de ne pas se relâcher, car le monstre est encore en vie. Le démon doré apparaît soudainement juste derrière Toa, lui chuchotant à l'oreille. Ouais. L'espace personnel n'est clairement pas dans son vocabulaire. Un sourire sinistre s'étire sur son visage, confirmant toutes ses craintes. À bout portant, il déchaîne un torrent de magie liquide qui engloutit tout le corps de Toa. Ses yeux s'écarquillent sous le choc alors que l'attaque dévastatrice la frappe. Retombant dans une flaque en dessous, le démon se moque de son incapacité à protéger les civils. Alors que son corps se reforme, il déclare nonchalamment que sa prochaine cible sera les survivants impuissants cachés à proximité. Alimenté par une fureur pure, Toa jaillit de Léo sans aucune hésitation. La phase 2 du boss a officiellement commencé. Le démon sourit, soulignant que malgré sa personnalité glaciale, elle est beaucoup trop compatissante quand des innocents sont impliqués. Étendant sa magie à travers les cieux, il forme une énorme sphère d'eau et active sa technique, eau céleste. Avec un sourire moqueur, il la met au défi de voir si elle pourra vraiment protéger les humains impuissants en dessous. Serrant son épée jusqu'à scène blanchir les jointures, Toa maudit sa cruauté avant de lever les restrictions magiques imposées par le traité des Avalons, libérant une vague de puissance écrasante. Baignée d'une lumière éclatante, elle murmure amèrement que c'est exactement pour ça qu'elle déteste les hommes. Pas de séance de thérapie aujourd'hui, juste un rendement magique maximal. Ramenant son épée massive en arrière, elle compresse toute cette puissance libérée en une seule frappe dévastatrice. Une gigantesque entaille aux couleurs de l'arc-en-ciel déchire le ciel vers sa cible. L'attaque tranche nettement le démon, mais il éclate simplement d'un rire hystérique face à une telle force. Son corps liquide se restaure immédiatement, et il se vante que des attaques ordinaires ne pourront jamais le blesser. Maintenant toujours son eau céleste, il libère un flot énorme de magie liquide vers la famille sans défense en bas. Sans même y réfléchir à deux fois, Toa se jette directement dans l'attaque pour les protéger. Alors qu'elle se met en danger, le démon dérive à ses côtés avec un sourire cruel. Derrière elle, la petite fille crie désespérément à Toa de faire attention, alors que le démon pointe droit vers son dos exposé. Le démon ne fait que rire plus fort, savourant le moment, un vrai comportement de méchant certifié. Toa encaisse toute la force de son attaque de dissolution des eaux célestes dans le dos, tout en protégeant la petite fille avec son propre corps. Ignorant les brûlures atroces qui couvrent son corps, Toa demande doucement si l'enfant a été blessé. La petite fille crie d'horreur en voyant les vêtements en ruine de Toa, et la vapeur s'élevant des graves brûlures sur son dos. Flottant au-dessus, le démon admet être un peu déçu que son sort corrosif ne l'ait pas dissoute instantanément. Il fait remarquer que son mana exceptionnel résiste à la corrosion, ce qui la rend à la fois rare et fascinante. Se tournant vers lui avec des yeux flamboyants de fureur, Toa lui ordonne froidement de la fermer. Elle lui tranche instantanément la tête d'un coup d'épée, mais le démon liquide se contente de rire comme si de rien n'était. Il explique que seule une véritable compétence peut surpasser une autre compétence, se vantant que les humains sont incapables de les utiliser. Entendant ce terme inconnu, Toa reste complètement perplexe quant à ce qu'est réellement une compétence. Reformant son corps une fois de plus, le démon l'invite joyeusement à continuer de jouer. Ce mec réapparaît plus vite qu'un écran de chargement. Avec un sourire sadique, il propose un concours cruel pour voir s'il peut massacrer les civils avant qu'elle ne parvienne à le tuer. Déjà épuisé et gravement blessé, Toa serra les dents de frustration. En regardant autour de lui, le démon réalisa que les civils s'étaient échappés pendant la diversion et admit qu'elle avait gagné cette manche. Un sourire machiavélique illumina son visage alors qu'il reportait toute son attention sur Toa. Tout en plaisantant sur le fait qu'il n'avait perdu qu'un jeu, le démon observa Toa lutter ne serait-ce que pour rester debout. Elle réalisa qu'elle avait épuisé une quantité phénoménale d'énergie magique pour protéger l'enfant de son attaque. Le démon complimenta de nouveau sa beauté, affirmant qu'elle méritait de se tenir aux côtés de sa race. S'avançant vers la jeune femme épuisée, il annonça d'un ton désinvolte qu'il avait pris une décision. Rassemblant de la magie liquide dans ses mains, il lui fit une demande en mariage des plus troublantes. Il expliqua que sa technique céleste des plaisirs de Léo inonderait son esprit et la placerait sous son contrôle absolu. Avec un sourire inquiétant, il lui assura qu'elle tomberait bientôt éperdument amoureuse de lui. Le mec a vraiment cru que le contrôle mental comptait comme de la romance. Alors qu'il se vantait de vouloir éveiller sa compétence, un poing surgit de nulle part s'écrasa violemment sur son visage. Le coup de poing dévastateur frappa sa mâchoire de plein fouet, déformant ses traits liquides. Chancelant en arrière, le démon laissa échapper un rire surpris. Toa leva les yeux, n'en croyant pas ses yeux, et murmura doucement l'identité de la personne qui se tenait devant elle.
Évaluant rapidement son état, Haruo Yukawa remarqua que son énergie magique était totalement épuisée. Il se rendit également compte qu'elle avait déjà perdu une quantité de sang critique. Après avoir remarqué ses multiples fractures, il en conclut que son état physique pouvait difficilement être pire. Un souvenir d'enfance refit surface dans l'esprit de Toa, Haruo Yukawa lui disant d'appeler son nom chaque fois qu'elle serait vraiment en danger. Elle se souvint de sa promesse de toujours venir la sauver. Dans son cœur, Toa le traita silencieusement d'idiot fini pour n'avoir jamais remarqué ce qu'elle ressentait pour lui. Le démon liquide se tourna calmement vers Haruo Yukawa et lui demanda son nom. Souriant faiblement depuis le sol, Toa fit remarquer qu'elle ne permettait qu'aux gens qu'elle aimait de l'appeler par son nom. Le démon gloussa et répondit qu'il lui redemanderait simplement après avoir fait d'elle son épouse sous contrôle mental. Avant que le démon n'ait la chance de répondre, Haruo Yukawa se dissipa dans une explosion de sombres ombres et disparut complètement. En activant l'étreinte de l'ombre, le système identifia un monstre de rang SS et débloqua tout le potentiel d'un explorateur de rang SSS. L'instant suivant, Haruo Yukawa se matérialisa juste devant le démon et lui asséna un coup de poing foudroyant avant même que son adversaire ne cligne des yeux. C'est ce qu'on appelle sauter l'écran de chargement. Son poing, enveloppé d'énergie ténébreuse, s'écrasa de plein fouet sur le visage du démon avec une force écrasante. Glissant sur le bitume brisé, le démon regarda avec incrédulité la vitesse hallucinante de Haruo. S'époussetant, il insista de nouveau avec arrogance sur le fait que les attaques physiques n'étaient rien sans une véritable compétence. Cependant, au milieu de sa tirade, un torrent de sang bleu nuit jaillit de sa bouche. Eh bien, cette confiance a expiré plutôt vite. Ses yeux s'écarquillèrent en réalisant que le coup lui avait infligé de véritables dégâts internes. Avançant à travers la poussière qui retombait, Haruo Yukawa demanda d'un ton moqueur ce que le démon venait de dire à propos des compétences. Lâchant un rire nerveux, le démon finit par accepter que l'humanité possédait vraiment un véritable utilisateur de compétences. Entouré par une aura de ténèbres écrasantes, Haruo Yukawa se révéla comme celui qui avait atteint le sommet absolu du combat grâce à une véritable compétence. Se tournant vers Toa épuisé, Haruo la salua calmement par son rang. Il lui demanda ensuite s'il lui restait assez de force pour se battre à ses côtés. Rougissant furieusement, Toa gonfla les joues et marmonna qu'il ne savait jamais quand se taire, avant de se forcer à se remettre debout en serrant de nouveau son épée massive. Se tenant dos à dos avec lui, elle se déclara prête, ce qui arracha un sourire confiant à Haruo Yukawa. Le pouvoir de l'amitié, avec en prime des dégâts émotionnels. Ailleurs, Arya rassembla les 3 coéquipières restantes et les informa du combat de Toa Fuki au centre-ville. Gardant une expression sévère, Arya rappela à toutes leur objectif principal. La fille énergique aux cheveux roux fit un grand sourire et taquina gentiment Arya pour son grand sérieux. Les autres hochèrent la tête en souriant, décidant d'éliminer les monstres des environs avant d'aller soutenir leur commandante. Juste au moment où elle s'apprêtait à partir, Arya remarqua un vieux démon ailé, assis calmement au sommet d'un char en ruine. Le vieux démon abaissa son regard sur le groupe et leur demanda poliment si elles avaient fini leur discussion. De bonne manière de la part d'un démon? Rebondissement débloqué. Conservant une attitude calme mais sinistre, le vieux démon leur fit une proposition. Il invita poliment les filles à l'accompagner pacifiquement dans son domaine, mais elles rejetèrent son offre sans hésiter. Pouffant doucement, le vieux démon leva son bâton dentelé, amusé par leur tempérament combatif. Une jeune démon ailée avertit le vieil homme qu'il devait se dépêcher d'accomplir leur mission. Elle l'informa que le responsable de la défaite de Jamzir Ino avait déjà uni ses forces à un autre combattant redoutable. S'adressant au démon de Léo, Sakura, elle avertit que rester se battre pourrait bien leur coûter la vie. Rares instincts de survie démoniaque détectés. De retour sur le champ de bataille principal, Haruo Yukawa et Toa Fuki lancèrent un assaut coordonné contre Sakura. Sakura riposta en déchaînant des torrents d'eau, la sueur perlant sur son visage alors qu'il sentait la bataille lui échapper. Canalisant son ombre, Haruo Yukawa tailla sans effort à travers chaque barrière d'eau créée par Sakura. Les entailles ténébreuses déchirèrent le corps du démon, lui arrachant un grognement de douleur. Saignant abondamment, Sakura réalisa avec horreur que sa transformation liquide ne pouvait plus neutraliser les attaques de Haruo Yukawa. Il comprit enfin que les frappes imprégnées d'ombre de Haruo détruisaient sa force vitale elle-même. Alors que Toa rejoignait l'offensive avec des attaques fulgurantes, Haruo Yukawa remarqua la panique indéniable qui se répandait sur le visage du démon. La barre de vie du boss est officiellement entrée dans la zone de danger. Grinçant des dents, Sakura n'arrivait pas à croire que Toa attaquait avec autant de férocité malgré ses graves blessures. À sa grande horreur, les mouvements de la jeune femme devenaient encore plus précis à chaque seconde qui passait. Tentant de se calmer, Sakura se convainquit qu'il pouvait encore neutraliser ses attaques physiques. Cette illusion prit fin lorsqu'Haruo Yukawa s'abattit d'un tel un météore, projetant Sakura au sol, tout en lui demandant si c'était vraiment le moment de détourner le regard. Crachant du sang bleu, Sakura halta, incrédule face à la force écrasante de Haruo. Après avoir observé les dégâts, Toa Fuki réalisa que le mystérieux pouvoir ténébreux de Haruo Yukawa était la clé pour blesser le démon liquide. Haruo commença à expliquer comment sa compétence fonctionnait, mais Toa le coupa immédiatement, disant qu'elle avait une confiance aveugle en lui sans avoir besoin de la moindre explication. Haruo Yukawa ne put que la dévisager, confus, se demandant pourquoi elle plaçait une foi aussi inébranlable en lui. Niveau de confiance, 100%. Explication requise, 0%.
Furieux d'être ignoré, Sakura jaillit vers le ciel dans un immense pilier d'eau et activa la déferlante de l'éo céleste. Regardant la vague colossale engloutir le champ de bataille, Sakura se vanta qu'aucun corps humain ne pouvait survivre à sa technique ultime. Totalement impassible, Haruo Yukawa activa l'arc des ombres, grande barrière, s'entourant lui et Toa d'un dôme impénétrable de magie noire. Pétrifié de terreur en fixant la barrière, Sakura balbutia et demanda ce qu'était véritablement Haruo Yukawa. Désespéré de reprendre l'avantage, Sakura décida de cibler une fois de plus les civils sans défense. Mouvement classique de méchant en train de perdre un combat de boss. Avant qu'il ne puisse faire le moindre mouvement, Haruo Yukawa posa une main sur son épée tandis qu'une énergie sombre déferlait autour de lui, puis dégaina la lame dans une frappe Jujutsu aveuglante, tout en lui demandant calmement s'il s'agissait bien de Sakura. En entendant son véritable nom prononcé à voix haute, Sakura se figea sous le choc. Une entaille invisible déchira la poitrine de Sakura, projetant du sang bleu sur tout le champ de bataille. Le démon halta de confusion tandis que du sang s'écoulait de sa bouche. Haruo Yukawa analysa calmement la compétence de rang SR de Sakura, révélant qu'elle nécessitait une période de chargement avant de s'activer. La panique submergea Sakura en réalisant qu'il n'avait même pas vu l'attaque qui l'avait tranché. S'effondrant dans une flaque d'eau, il tenta désespérément de comprendre comment un parfait inconnu pouvait connaître ses faiblesses. Terrifié, Sakura se demanda comment Haruo Yukawa pouvait connaître à la fois son nom et les mécaniques exactes de sa compétence. Des fragments de souvenirs de la vie antérieure de Haruo Yukawa refirent soudainement surface, et il confirma doucement qu'il commençait à se rappeler de ce monstre. Il se souvint que dans son ancienne chronologie, Sakura était devenue une calamité de classe SS, responsable de l'anéantissement de près de 20% de l'humanité à travers des inondations mondiales. Connu sous le nom de roi de Léo, Sakura avait été l'une des 7 calamités qui, au final, avait combattu et tué Haruo Yukawa dans sa vie précédente. DLC de la vie antérieure téléchargé avec succès. Haruo Yukawa réalisa également que le Sakura de ses souvenirs était complètement différent de la forme humanoïde qui se tenait devant lui à présent. Avant que Sakura n'ait la chance de faire quoi que ce soit, Haruo Yukawa maintient la pression, et Toa lui crie de ne pas relâcher ses efforts. Sakura panique et leur hurle d'arrêter de faire les malins. Avant même qu'il ne puisse finir de se plaindre, un gigantesque prisme de cristal bleu le scelle soudainement à l'intérieur. Toa et Haruo Yukawa se figent de surprise alors que l'immense prison de cristal apparaît de nulle part. Une voix âgée résonne au-dessus de leur tête, complimentant calmement leur force, tandis que Sakura reste pris au piège à l'intérieur du cristal. C'est ce qu'on appelle une entrée de boss de DLC de dernière minute. Toa foudroie le ciel du regard et exige furieusement de savoir ce qui est arrivé à ses coéquipières. En levant les yeux, il découvre Arya et les autres femmes emprisonnées dans un autre énorme prisme de cristal, captives du vieux démon et de ses alliés. Levant à peine la tête, Sekiro demande faiblement pourquoi le professeur et Seal sont venus le récupérer. Le professeur explique que les ordres du roi démon sont absolus. L'invasion a été annulée et il est temps pour tout le monde de se retirer. Au-dessus d'eux, un colossal portail dimensionnel déchire le ciel pour ramener les démons chez eux. Toa crie de rage qu'elle refuse de les laisser s'échapper après tout ce qu'ils ont fait. Le professeur rit nonchalamment de ce contretemps, affirmant qu'ils ont simplement sous-estimé l'humanité, et annonce qu'ils emmèneront les filles capturées comme butin de guerre. Le mec a vraiment perdu le combat mais essaie quand même de ramasser le butin. Alors que le portail géant commence à se refermer, le professeur leur fait ses adieux et promet qu'ils se reverront. Refusant de les regarder disparaître, Haruo Yukawa tend le bras vers le portail qui se referme rapidement. Fonçant sans hésitation, il attrape les portes dimensionnelles sur le point de se fermer à main nue. L'énergie sombre tourbillonne autour de lui alors qu'il force l'ouverture du portail à la seule force de ses bras, grognant qu'aucun d'eux ne s'échappera. Il écarte l'énorme portail pour l'ouvrir en grand et s'y engouffre directement. Franchissant le seuil, Haruo Yukawa pénètre dans le propre domaine des démons. Faisant face aux monstres sur leur propre terre, il déclare froidement que leur fuite s'arrête ici. Sans perdre une seconde de plus, il active sa technique des ombres, noyant la zone dans d'épais tourbillons de ténèbres violettes. Le gars a vraiment envahi la base des méchants en solo. Stratégie audacieuse. Pris totalement au dépourvu, le professeur laisse échapper un petit rire amusé face à ce visiteur inattendu. Les alertes du système signalent immédiatement que la puissance de combat combinée de toutes les personnes présentes dépasse ses capacités actuelles. Même si Prométhée le supplie à plusieurs reprises de battre en retraite, Haruo Yukawa remarque que le souverain ennemi semble différent de celui dont il se souvient. Il identifie immédiatement le souverain suprême de l'espèce démoniaque, le roi du néant. Assis sur un sombre trône, le roi du néant dégage une pression écrasante tandis que Haruo exige la libération immédiate des exploratrices capturées, alors que de douloureux souvenirs de sa vie passée commencent à affluer. Des scènes de cette ancienne chronologie défilent dans son esprit les unes après les autres. Alors qu'il se prépare au combat, il se souvient d'un monde totalement envahi par des monstres apocalyptiques colossaux. Il se remémore le jour où l'humanité a tout perdu en un clin d'œil, lorsque l'invasion a commencé. Ces souvenirs insoutenables hurlent encore au fond de lui, refusant de s'effacer. Le traumatisme a vraiment dit « Je suis permanent ». Poussé par une promesse inébranlable, Haruo jure de détruire chaque ennemi responsable et de récupérer tout ce que l'humanité a perdu. Le professeur jette un coup d'œil vers lui et réalise soudainement qui il est. Il reconnaît Haruo Yukawa comme le guerrier qui a vaincu Jamzir Ino.
Au moment où Sakura entend que Jamzir-Ino a été vaincu, il a l'aide d'incrédulité. Le professeur pousse un soupir irrité face à la tournure désastreuse de la situation. Des dizaines de démons ailés encapuchonnés descendent d'Enno, poussant Prométhée à exhorter une fois de plus à une retraite immédiate. Au plus profond de son cœur, Haruo Yukawa jure silencieusement qu'il ne perdra plus jamais une autre exploratrice. Alors que les archers démons bandent leurs arcs, Prométhée le supplie désespérément de reculer, avouant qu'il ne veut plus être laissé seul. Haruo appelle calmement son Ya, et Prométhée lui répond. Réajustant sa cravate avec un sourire confiant, Haruo Yukawa dit à Prométhée qu'il est le seul autorisé à remettre en question ses choix. Cette statistique de confiance est clairement au niveau maximum. Prométhée accepte silencieusement la résolution de son maître, et un énorme tentacule d'ombre jaillit de l'épaule de Haruo Yukawa. Même en le traitant d'idiot pour risquer sa précieuse seconde vie afin de protéger les autres, Prométhée reste à ses côtés. Haruo sourit doucement et s'excuse auprès de son Ya, ne recevant qu'un soupir résigné en retour. Alors que d'énormes tentacules d'ombre jaillissent de son corps, Prométhée active officiellement le mode combat. Un gigantesque œil brillant s'ouvre sur l'un des sombres tentacules alors que le véritable pouvoir de Haruo s'éveille. Entouré de tentacules d'ombre couverts d'yeux, le système annonce officiellement la reprise de l'exploration. Une pluie mortelle de flèches s'abat depuis les archers démons au-dessus. Ces tentacules d'ombre fouettent l'air, fracassant sans effort chaque flèche entrante avant qu'aucune ne puisse l'atteindre. Le spam de flèches a été contré en une frame. Enfermé dans le prisme de cristal, Sakura regarde avec terreur et se demande quel genre de monstre est réellement Haruo Yukawa. Paniqué, Sakura menace de tuer les filles capturées si Haruo Yukawa fait un pas de plus. Avant même que la menace ne soit terminée, Haruo Yukawa apparaît instantanément juste sous le prisme de cristal. Sakura serre les dents de frustration face à la vitesse incroyable de Haruo Yukawa. La peur l'envahit lorsqu'il réalise que ses blessures refusent toujours de se régénérer. Des tentacules d'ombre s'enroulent fermement autour de la prison de cristal, sécurisant chaque otage à l'intérieur. Ramenant la prison vers lui, le système confirme que les 4 exploratrices de rang S ont été récupérées avec succès. Avec une force phénoménale, Haruo Yukawa projette l'intégralité du prisme de cristal à travers le portail dimensionnel. Le cristal atterrit en toute sécurité sur le territoire humain après avoir traversé le portail. Le portail dimensionnel se referme brutalement derrière lui, et le système confirme que les otages ont été évacués du champ de bataille. Maintenant que plus personne n'est en danger, Haruo Yukawa peut enfin se battre sans la moindre tenue. Les gants sont officiellement retirés, littéralement. Alors que toute son aura explose, le système annonce le début de l'assaut contre le roi du néant. Des dizaines de soldats démons ailés plongent vers lui, lance prête. Ces tentacules d'ombre explosent vers l'extérieur, balayant l'armée de démons en charge d'un seul coup dévastateur. Le professeur l'intercepte immédiatement, fracassant un bâton à pointe contre les tentacules d'ombre de Haruo Yukawa. Tenant bon face aux ténèbres écrasantes, le professeur félicite Haruo Yukawa pour son agilité impressionnante pour quelqu'un de son âge. Sans perdre le rythme, Haruo riposte avec une force égale et répond nonchalamment que le vieil homme bouge aussi étonnamment bien pour son âge. Le professeur balance son bâton dentelé avec une force écrasante tandis que Haruo Yukawa part chaque coup avec ses tentacules d'ombre grouillants. De l'énergie sombre et des étincelles flamboyantes jaillissent alors que les deux s'affrontent à plusieurs reprises à une vitesse incroyable loin au-dessus du champ de bataille. Levant son arme au-dessus de sa tête, le professeur ordonne à tous les démons sous son commandement d'entrer dans la bataille. Une immense nuée de démons ailés fond sur lui en même temps, espérant submerger notre héros par le simple nombre. Sans hésitation, Haruo Yukawa tourne sur lui-même et déclenche une attaque circulaire des ombres, taillant instantanément en pièces toute la nuée. Le gars vient de vider la vague de monstres avec une seule attaque de zone. D'imposants piliers de ténèbres jaillissent du sol, déchirant le sol de la cathédrale. Se faufilant à travers les ruines qui s'effondrent, Haruo Yukawa se propulse dans les airs à l'aide de ses tentacules d'ombre. Prenant le vieux démon totalement au dépourvu, il précipite le professeur directement dans la pierre brisée en contrebas. Ignorant tous les gardes restants, Haruo Yukawa fonce droit vers le trône du roi du néant. Des flammes bleues brillant dans les yeux, Haruo Yukawa adresse au roi démon un sourire féroce, presque sauvage. S'approchant du souverain au masque de crâne, Haruo Yukawa s'adresse avec désinvolture au monarque suprême. Ses énormes tentacules d'ombre surplombent le trône alors qu'il fait remarquer avec sarcasme que c'est un plaisir de le rencontrer enfin. Le roi du néant reste totalement silencieux, ne répondant que par le soulèvement d'un seul doigt. Quand le boss final prononce moins de 10 mots, tu sais que c'est sérieux. D'une simple chiquenaude, un énorme pilier de lumière jaillit et projette Haruo Yukawa à l'autre bout de la salle. Grinçant des dents, Haruo Yukawa se stabilise en plein vol avant de perdre le contrôle. Ses tentacules d'ombre s'enfoncent comme des lances dans le mur environnant alors qu'il éclate d'un rire fou. Les tentacules absorbent le choc terrible, fracassant le mur de la cathédrale au passage. Pourtant, lorsque la poussière se dissipe enfin, une fissure visible s'étend sur le masque en forme de crâne du roi du néant. La moitié du masque squelettique s'effrite, révélant un œil d'une beauté inattendue. Se déplaçant à une vitesse incroyable, le roi du néant apparaît instantanément au-dessus de Haruo Yukawa et le martèle au sol. Debout au-dessus de notre héros tombé à terre, le roi du néant tend sa main armurée pour achever le combat. Une magie mortelle s'accumule dans sa paume tandis qu'il laisse échapper un soupir déçu. Le gars était sur le point d'appuyer sur le bouton supprimer. Sans prévenir,
le gigantesque portail s'ouvre brusquement alors que Toafuki fait irruption dans la salle en brandissant son énorme épée. Au moment où elle le voit en danger, Toa hurle le nom de Haruo de toutes ses forces. Puisant dans sa magie libérée, elle invoque une gigantesque main aux couleurs de l'arc-en-ciel qui se tend vers Haruo Yukawa. La main lumineuse arrache Haruo Yukawa au coup de grâce du roi du néant au tout dernier moment. Le ramenant à travers le portail, Toafuki crie qu'il rentre à la maison. Le roi du néant ne bouge pas, regardant silencieusement leur fuite depuis l'intérieur de la cathédrale. Son œil découvert fixe à travers le masque fissuré, tandis que le portail dimensionnel se referme. Alors que les immenses portes se referment dans un grondement de tonnerre, le roi du néant prononce doucement le nom de Haruo Yukawa. Pendant ce temps, de retour dans le monde des humains, Haruo Yukawa reprend lentement connaissance alors que quelqu'un l'appelle désespérément. En ouvrant les yeux, il découvre Toa penché sur lui, les larmes aux yeux, criant son nom à plusieurs reprises. Encore désorienté, Haruo Yukawa marmonne doucement, confus, tout en essayant de retrouver ses esprits. Toa se contente de le fixer en silence, tandis que les larmes continuent de couler sur son visage. Elle contenait ses émotions tant bien que mal. Incapable de se retenir plus longtemps, Toafuki s'effondre sur lui et enfouit son visage contre sa poitrine, submergé par le soulagement de le voir en vie. Tandis qu'elle lui dit doucement qu'ils sont en sécurité à présent, Haruo Yukawa demande nerveusement ce qui s'est passé. Se souvenant immédiatement des autres, il s'enquiert précipitamment du reste de l'équipe, et Toa pointe du doigt derrière elle pour le rassurer en lui disant que tout le monde va bien. De l'autre côté de la clairière, Arya et les autres femmes sont allongées sur le sol, saines et sauves, sans la moindre blessure. Haruo Yukawa demande si elles ont toutes survécu, et Toa lui confirme que tout le monde est simplement inconscient. Soulagé, Haruo Yukawa laisse échapper un long soupir, mais Toa lui révèle solennellement qu'il a été le seul dont le cœur s'est arrêté. Les larmes coulant de nouveau, elle admet qu'il ne respirait plus jusqu'à il y a seulement quelques instants. Intérieurement stupéfait, Haruo Yukawa se demande si c'est vraiment vrai, et Prométhée confirme que l'auto-réparation de sa technique des ombres s'est terminée il y a quelques minutes à peine. Réalisant que toutes ses blessures ont complètement disparu, Haruo Yukawa confirme qu'il est totalement guéri, tandis que Toa l'observe, les yeux embués de larmes. Agacé par la désinvolture avec laquelle il prend la situation, Toa cogne son front contre la poitrine du garçon avant d'enfouir son visage dans son manteau, lui demandant avec émotion pourquoi il a refusé de faire passer sa propre vie en premier. Pleurant doucement, elle lui demande pourquoi un homme jetterait volontairement sa vie en pâture et souffrirait autant juste pour protéger les autres. Haruo Yukawa réalise qu'elle se sent coupable, car la société s'attend à ce que ce soit les femmes qui protègent les hommes. Comprenant le fardeau qu'elle porte, il s'éclaircit doucement la gorge avant de l'appeler tendrement par son nom. Elle a vraiment choisi l'autoculpabilisation comme paramètre par défaut. Il lui dit calmement qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour lui, mais Toa rétorque aussitôt qu'il était littéralement à 2 doigts de mourir. La regardant droit dans les yeux, Haruo Yukawa répond calmement qu'il a agi ainsi parce qu'il est un explorateur. Elle le dévisage, sans voix, alors que Haruo Yukawa explique qu'il acceptera la mort quand son heure sera vraiment venue, mais jamais avant d'avoir accompli son devoir. Même Prométhée en reste sans voix tellement cette réponse est incroyablement classe. Il poursuit en affirmant que sa meilleure amie d'enfance aurait fait exactement le même choix sans la moindre hésitation. Ses pensées se tournent à nouveau vers la mystérieuse fille portant le chapeau de paille. Avec un léger sourire, il avoue que lorsqu'ils se reverront enfin, il ne veut pas qu'elle soit déçue de l'homme qu'il est devenu. En son fort intérieur, Haruo Yukawa se félicite d'avoir prononcé ce qu'il considère comme un discours de parfait gentleman pour apaiser la culpabilité de Toafuki. Curieuse, Toa lui demande s'il se souvient au moins du nom de cette amie d'enfance, et Haruo Yukawa admet qu'elle ne le lui a jamais vraiment dit. Toa le regarde avec une profonde émotion, stupéfaite qu'il ait risqué sa vie pour honorer une promesse faite à une amie d'enfance dont il n'a même jamais connu le nom. Ils restent assis ensemble au milieu des ruines dévastées. Haruo Yukawa admet que son histoire paraîtrait probablement stupide pour n'importe qui d'autre. Elle laisse échapper un léger halètement, ses yeux tremblant alors que chaque mot vient la toucher en plein cœur. Avec un doux sourire, Haruo Yukawa déclare que, pour lui, cela restera à jamais le souvenir le plus précieux de toute sa vie. Il se souvient des années où il était constamment harcelé à l'école. Même après avoir été frappé, rejeté et laissé complètement seul, il explique que le souvenir de cette fille lui a donné la force de continuer à avancer. Certains souvenirs forgent véritablement tout le développement d'un personnage. Haruo lui dit doucement qu'il n'y a pas de problème si elle ne parvient pas à comprendre ce qu'il ressent. Incapable de réprimer ses émotions plus longtemps, Toa se jette soudainement en avant et l'enlace d'une étreinte passionnée. En le serrant fort, Toafuki lui demande doucement s'il sait pourquoi cette petite fille n'a jamais révélé son nom, laissant Haruo Yukawa totalement perplexe. Elle lui explique que la fille était terrifiée, car révéler sa véritable identité aurait changé la façon dont le garçon l'apercevait. Le cœur de Haruo Yukawa fait un bond quand Toa lui demande tendrement s'il veut enfin connaître le nom de cette si précieuse amie d'enfance. Le regardant avec des yeux embués de larmes et un sourire radieux, elle prononce doucement son nom complet, Haruo Yukawa. Le cerveau du gars vient d'afficher un écran bleu. La réalisation s'abat sur lui comme un éclair, laissant Haruo Yukawa complètement pétrifié sur place. Les joues de Toafuki deviennent rouges cramoisies alors que son visage s'attarde à quelques centimètres seulement du sien. Sans crier gare, Itsuki se réveille non loin de là,
s'étirant et bâillant alors qu'elle gâche involontairement ce parfait moment romantique. Un timing parfait, si le but est d'infliger un maximum de dégâts émotionnels. Encore en train de frotter ses yeux endormis, Itsuki demande d'un ton désinvolte ce qui est arrivé au roi démon, tandis que Toa est assise à côté de Haruo Yukawa, rougissant de manière incontrôlable. Arya ajuste ses lunettes en se réveillant à son tour, se plaignant aussitôt du fait que Itsuki est bruyante et fouineuse. Après avoir poliment remercié Haruo Yukawa d'avoir sauvé tout le monde, Arya remarque soudain la distance gênante, ou plutôt l'absence de distance, entre deux. Les filles regardent de plus près Toa et Haruo Yukawa avant de leur demander s'ils ne se tiennent pas un peu trop près l'un de l'autre. D'une gêne absolue, Toa s'empresse d'insister sur le fait que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Arya et Itsuki la dévisagent avec une incrédulité totale, choqués de voir mademoiselle Toa, d'habitude si posée, agir de la sorte. Personnage.exg a officiellement cessé de répondre. Ajustant ses lunettes une fois de plus, elle pense silencieusement en elle-même que mademoiselle Toa est vraiment adorable quand elle rougit. Mais au moment où elle réalise ce que cette atmosphère romantique pourrait signifier, un sentiment écrasant d'effroi quant à l'avenir s'empare d'elle. Pendant ce temps, ailleurs, la chaude lumière du soleil pénètre par les fenêtres d'un magnifique atrium intérieur. Observant l'expression gênée de Toa Fuki de loin, une femme mystérieuse glousse, remarquant que Toa affiche le visage incontestable d'une femme amoureuse. Formant un cadre autour d'un œil avec ses doigts, elle commande d'un ton taquin que Toa ressemble exactement à une jeune fille éperdument amoureuse. Tournant son attention vers Haruo Yukawa, elle fait remarquer tout le chemin qu'il a parcouru. Assise avec élégance au sommet d'une haute corniche, la femme éblouissante affiche un sourire taquin et séduisant avant de désigner affectueusement Haruo Yukawa comme son petit mari.